Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce dernier après-midi, ce dimanche après-midi du Stunfest 2014 aux Libertés. Donc avant-dernier sujet de ce marathon de conférences, avec un sujet qui est le suivant. Quelles sont la place et les représentations du monde arabe et de la religion musulmane dans le jeu vidéo? Donc pour cela, plusieurs intervenants. À ma gauche, Mehdi Beltaïef, diplômé en littérature anglo-saxonne et spécialiste des civilisations américaines et anglaises, membre de Nesblog, maître de jeu dans Stormbringer et INSMV and Cops, des jeux de rôle, ancien joueur professionnel de Counter-Strike et musicien. Mehdi. Bonjour. À sa gauche, Nicolas Bourgeois, ancien game designer, Winter Voices, maître de conférences en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il s'intéresse à des sujets comme la fabrication de l'histoire, sa manipulation à des fins politiques, sociales ou simplement commerciales, ainsi qu'aux relations entre enseignement, contrôle social et informatique. C'est accessoirement un gros wargamer. Nicolas. À sa gauche, Wael Adjmouldi, dans la communauté du Versus Fighting depuis 13 ans et organisateur depuis plus de 10 ans. Il est actuellement vice-président de la World Game Cup. Il est game designer mobile depuis 10 ans, ayant d'abord travaillé chez Gameloft et Playloft. Il est maintenant game director chez Gumi Europe, la branche occidentale de Gumi Inc., société japonaise de jeux sur mobile, éditrice du blockbuster mobile Brave Frontier. Bonjour. Et enfin, Antonin Congy, responsable pédagogique délégué du cursus Game Design à Isart Digital, où il enseigne la culture générale, la théorie du jeu et le game design. Il a notamment été game designer chez Keops Studio, Dracula 3 et Retour sur l'île mystérieuse 2 et Asobo Studio, Fuel là-haut. Antonin. Bonjour. Donc je vais faire une courte introduction et ensuite je passerai la parole aux différents intervenants. On fera d'abord circuler la parole sur scène et ensuite il y aura un micro qui circulera dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Donc déjà, le mot fondamental, c'est représentation. C'est un problème fondamental dans la communication, la théorie de la connaissance, et cela a de lourdes incidences dans les champs éthiques et politiques. La répétition d'images structurées crée des mythes. La représentation du réel dépasse, se substitue au réel. En gros, c'est une problématique assez classique, c'est pas un problème nouveau. Déjà chez Platon, il y avait déjà cette interrogation justement sur le rapport entre l'histoire et le mythe. Et c'était justement la critique qu'il faisait d'Homère, c'est-à-dire des gens qui faisaient un récit et les gens, la plupart des gens du moins à cette époque, prenaient ce récit comme de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne distinguait pas précisément ce qui relevait du mythe et ce qui relevait de l'histoire. Donc la représentation, on voit bien que c'est un véritable problème justement du point de vue de la connaissance et de la représentation. Donc il y a deux niveaux de discours souvent quand on prenne le cinéma, le jeu vidéo ou autre. Il y a le discours des réalisateurs ou des concepteurs de jeux, en gros ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils essayent de dire en tout cas, et ce qu'ils disent malgré eux. C'est-à-dire en gros tous les messages qui, à leur insu, sont véhiculés. Alors, ce qui va donner un petit peu, en gros, ce sur quoi j'appuie mon propos, principalement deux sources. Donc, un documentaire, donc là, ça va plutôt parler de cinéma, qui s'appelle Hollywood et les Arabes, de Jack Shahen, et aussi un article de Vit Sisler dans Digital Arabs, que je mentionnerai un tout petit peu. Et lui, il se pose la question, est-ce qu'on a dans ce cinéma hollywoodien, lui, il prend un corpus de 1000 films, est-ce qu'on a un discours à tendance islamophobe? Il se pose la question et du coup il regarde un petit peu tous ces films et il remarque qu'il arrive assez facilement à dégager des stéréotypes, donc des archétypes. On a le méchant, soit un voleur, soit un terroriste assez souvent, ou alors un comique de service. Les deux exemples faciles à prendre pour le comique de service, c'est l'aventurier de l'Arche perdue et Retour vers le futur. Voilà. Et de temps en temps, en plus de cela, ils peuvent être obsédés sexuels. Donc là je parle du cinéma. Il remarque que les années passent, mais que les Arabes ne changent pas, du moins leur représentation. Ils sont comme figés dans le temps. Donc un petit peu, on retrouve le temps du mythe. Donc c'est un peu l'image des 1001 nuits pour une grande partie. Et aucune des représentations ne tient compte de toutes les diversités culturelles, linguistiques, religieuses de ces différents pays.
C'est-à-dire que là, on a une sorte on a quelque chose de lisse, de gommé. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, désert, foulard, danseuse, turban, cimetière. On a quelque chose d'intemporel, exotique, et tous ces pays sont unifiés dans le mythe. Donc, il note que ces stéréotypes peuvent être dynamiques, mais là, je ne vais pas m'épancher sur ce point. Je verrai si à un moment ça peut être intéressant, ça peut apporter quelque chose, parce qu'il faut qu'on revienne. Parce que ce qui m'intéresse dans ce propos, c'est en quoi ça peut nous intéresser, du coup, ces problèmes de représentation pour le jeu vidéo. Ces représentations partielles et partiales, elles posent un problème du point de vue de la représentation et de la connaissance, comme on a vu. Et pour Schaen, ces représentations diminuent l'estime de soi, insultent des innocents, infléchissent les politiques et incitent les divisions. Et donc, pour ce qui nous concerne pour le jeu vidéo, y a-t-il un discours ou des discours, si on distingue plusieurs scènes et plusieurs types de jeux, qui seraient sonnants ou dissonants par rapport à ce qu'on a pu montrer du cinéma? Et si c'est le cas, si on a plutôt effectivement un certain nombre de stéréotypes qui sont véhiculés, donc que le jeu vidéo est vecteur de représentation, vecteur de certaines idéologies, de préjugés, quelle couche du jeu vidéo, quelle partie du jeu vidéo, la narration ou alors un élément de gameplay, qu'est-ce qui véhicule ces messages? Moi, je voudrais commencer déjà par revenir un peu sur l'intitulé de la conf, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter un peu en dehors, et je voudrais clarifier un peu, enfin, pas clarifier, mais essayer d'apporter des précisions qui me semblent essentielles concernant cet intitulé. Quand on parle de monde arabo-musulman, en fait, on a essayé de se mettre d'accord pour essayer de trouver un moyen de contenir ce qu'on pourrait appeler dans le langage commun un arabe, ce qu'on pourrait désigner par un arabe dans le langage commun, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait soit du Maghreb, soit du Moyen-Orient, qui serait, on suppose, de confession musulmane et qui du coup serait un peu assujetti à tout un tas de clichés qu'on pourrait s'imaginer. Moi, je voudrais faire juste une petite nuance d'abord par rapport à ça, c'est que la majorité de la population musulmane dans le monde n'est pas arabe, n'est pas d'une ethnie arabe. Je crois qu'au Moyen-Orient, ça doit représenter l'équivalent de 20% des musulmans dans le monde à peu près, donc c'est l'équivalent de la totalité des chrétiens en Afrique à peu près, donc c'est pas extrêmement représentatif de quoi que ce soit cette désignation. Et ce que disait Yann tout à l'heure, c'est que les représentations qui sont nées de cette espèce d'idées reçues véhiculent pas mal d'idées et d'imageries qui sont là depuis les Mille et une nuits, depuis Scheherazade, etc. Donc il n'y a pas eu spécialement, je pense, d'évolution par rapport à ce truc-là on y reviendra tout à l'heure, jusqu'à moi je pense le 11 septembre, qui a changé la donne à mon avis au cinéma et aux autres styles de narration, donc aussi bien le jeu vidéo. Et aussi il n'y a pas une identité unique et uniforme de ce qu'on pourrait désigner un arabe. Il y a différentes, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient encore une fois, différentes couches de population qui sont et différents milieux sociaux et différentes croyances aussi. Donc des jeunes athées au Maghreb, vous allez en trouver plein. Des jeunes chrétiens, vous allez en trouver, des juifs, il en reste encore. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas pouvoir... Il y a une image cliché qui circule, qu'on a à peu près tous en tête, qui n'est pas forcément là dans tous les jeux vidéo où il y a des représentations d'arabes, je tiens à préciser, mais qui reste majoritaire, n'est représentatif de rien du tout dans le monde réel, en fait. Et c'est assez gênant quand on perçoit ça de l'intérieur et qu'on se dit, nous, on est à peu près perçu, on est perçu comme ça, alors que c'est pas vrai, et ça peut engendrer énormément de frustration, justement, de la part des populations locales, justement, qui, elles, ne sont pas vues comme un marché directement par les boîtes de prod de jeux vidéo, parce que les jeux ne se vendent pas de manière légale là-bas. Il y a un marché alternatif qui existe grâce au piratage ou aux gravures Internet. Mais les gens consomment énormément de jeux vidéo, consomment ce qui s'exporte et ce qui marche, donc du Call of essentiellement, ce genre de choses. Et à mon avis, ce ne sont pas les représentations les plus justes, je dirais. Alors, du coup, je pense que je vais à la fois... je ne vais pas redire ce que tu as dit, donc du coup, abonder rapidement en ton sens, mais en essayant peut-être de dire 2-3 trucs sur lesquels je ne suis pas forcément entièrement d'accord, par exemple sur l'unique rupture de 2000, du 11 septembre.
Alors, je ne sais pas si je peux avoir des images, j'ai pas fait de présentation, mais j'ai ramené des images. Donc, je commence par un petit peu de bibliographie. Bon, alors là, Yann en a parlé en introduction. La personne dont j'ai sorti une photo, c'est Vít Sisler, qui est un collègue tchèque à l'Université Charles de Prague et qui est spécialiste de la représentation de l'islam et des mondes orientaux dans différents médias et en particulier dans le jeu vidéo. Donc c'est une grosse source pour notre sujet. C'est un gros point d'entrée. Et alors une deuxième personne dont je vais vous parler tout de suite, c'est Mona Chollet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Mona Chollet. C'est quelqu'un de très différent. C'est quelqu'un qui est journaliste au Monde diplomatique, qui est militante féministe, mais qui a une réflexion beaucoup plus profonde que beaucoup de gens sur la question de la représentation de l'islam dans les médias, que je trouve même très intéressante. Et elle a fait un article que je vous invite à lire si vous avez l'occasion, dont le titre est, je le rassure, complètement ironique, qui s'appelle « Oui, mais quand même, la religion, c'est mal ». Et c'est une très bonne source sur la façon dont sont instrumentalisés les musulmans en particulier et l'islamophobie plus généralement pour un racisme qui n'ose pas s'avouer comme tel. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite note bibliographique. Donc, avant d'attaquer les jeux vidéo, je voudrais juste revenir un petit peu sur la question de la construction de ce qu'on a pu appeler, selon les auteurs et les branches, la question des chocs culturels, chocs des civilisations, comme s'il existait en fait un affrontement millénaire entre le monde musulman et le monde chrétien, et même souvent encore pire que ça, entre le monde musulman nécessairement arriéré, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer, et le monde occidental, laïque, pluraliste, démocrate, bon, tout inventé, quoi. Il y a quelques jours, j'étais à Lyon et j'ai eu le déplaisir de voir des tracts du Bloc identitaire, donc cette formation d'extrême droite, qui s'intitulait 732, ils ne t'en ont pas parlé. Alors, je ne sais pas si vous saisissez tous la référence. Finalement, si vous ne la saisissez pas, c'est pas grave. 732, ça fait référence à la bataille de Poitiers, dans laquelle un certain Charles Martel aurait soi-disant repoussé les Arabes qui tentaient d'envahir la France depuis l'Espagne. Alors, n'importe quel historien sérieux sait que c'est un mythe historiographique, globalement. C'est-à-dire qu'il y a bien eu une bataille aux alentours de Poitiers à ce moment-là, mais c'était une bataille qui faisait partie d'un petit conflit local entre différents seigneurs francs qui étaient alliés avec des seigneurs musulmans d'Espagne, qui étaient eux-mêmes en conflit avec d'autres seigneurs francs alliés avec d'autres seigneurs musulmans d'Espagne. Enfin, bon. Mais pourquoi cet événement a été monté en épingle? C'est qu'en fait, au moment où on a construit l'histoire de France officielle, c'est-à-dire au XIXe siècle, au moment où il a fallu faire une synthèse, au moment où s'est créé en fait le peuple français en tant que structure politique destinée à justifier l'existence de l'État français post-monarchique, à ce moment-là, il fallait créer des ennemis, entre autres. Les premiers ennemis qu'on a trouvés, bon, c'était facile, c'était les Anglais et les Allemands, ils étaient juste à côté, on était tout le temps en guerre contre eux. Mais en fait, la problématique de l'arabe comme ennemi, ou du musulman comme ennemi, et les deux vont être très rapidement associés, va venir avec la colonisation qui est simultanée de cette construction du peuple français au cours du XIXe siècle. Puisque, en gros, la colonisation de l'Algérie, c'est 1830 que ça commence sous la monarchie de Juillet. Et donc, on va chercher dans le passé des moments dans lesquels on va trouver des faits de nature à nourrir une représentation de ce conflit des civilisations. Et notamment, le pain béni, l'événement par excellence, ça va être la première croisade. Enfin, de toute façon générale, les croisades. Et alors, je passe très rapidement là-dessus, mais je ne sais pas si vous savez, mais la première croisade, prêchée en 1095, son objectif initial, c'est pas particulièrement d'aller bâcher du musulman. Elle avait été initiée à l'origine par l'évêque de Clermont qui avait un gros problème. Il avait un tas de chevaliers dans son pays qui se mettaient sur la gueule en permanence. Enfin, c'était une catastrophe. Il ne savait pas comment les gérer. Donc il a appelé son collègue le pape. Il lui a dit tiens, j'ai une solution pour toi. Je vais prêcher une croisade. On va envoyer tous tes mecs aller se battre ailleurs. Tu auras la paix. Et ça a marché au-delà de ses espérances. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement en Auvergne, mais partout, il y a des tas de gens qui sont partis, qui sont arrivés là-bas, qui ont pris Jérusalem, qui ont massacré aussi bien les chrétiens que les musulmans qu'ils ont trouvés sur place, et les juifs au passage. Et en fait, cette image qu'on va retenir masque complètement une réalité qui est complètement différente, qui en fait, pendant toute la période moderne, il n'existe pas de blocs musulmans et de blocs chrétiens qui sont en train de s'affronter, mais en fait énormément d'entités politiques qui s'allient, qui se connaissent, qui échangent en fait les uns entre eux, qui de temps en temps se font la guerre. Et des fois, les classes sociales peuvent prendre le dessus sur les différences ethniques, religieuses. L'exemple typique, c'est Saladin, qui est une grande figure en fait, qui est devenue une grande figure du mouvement pan-arabe alors qu'il était kurde.
mais bon, peu importe, qui était finalement le grand héros qui a repoussé d'une certaine façon les croisés entre deux croisades, qui va être, qui est parfois très bien décrit dans les sources occidentales parce que c'est un modèle de chevalerie tel qu'il pourrait exister chez nous. Et donc on le représente dans certains romans, allant rencontrer des chevaliers de la table ronde, organisant des tournois. Enfin, c'est assez intéressant. Donc du coup, on n'est pas du tout dans cette image-là. En fait, la construction, c'est quelque chose qui va dater largement du 19e siècle, au moment où la plupart des peuples sont en train de créer ce qu'on appelle l'ethnogénèse, donc la fabrication des peuples. Et nous, on a tendance maintenant, parce que c'est cette définition qui a gagné, en quelque sorte, à considérer qu'un peuple égale une langue. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Donc du coup, les Français, les Allemands, c'est ceux qui parlent français, ceux qui parlent allemand. Donc, du coup, c'est idiot, parce que les Bretons ne devraient pas faire partie du peuple français avec cette définition. Mais bon, c'est un autre point. Mais à l'époque, c'était pas clair. Et la question de la religion était très importante. Il faut savoir que, par exemple, dans l'Algérie française, la dénomination officielle des Arabes, c'était pas les Arabes, c'était les Français musulmans d'Algérie. Du coup, ce qui permettait de distinguer de colons qui, fondamentalement, avaient la même tête, et parlaient la même langue. Vous savez aussi, par exemple, en Yougoslavie, la séparation croate, bosniaque, serbe, elle se fait sur une base religieuse. Encore plus prenant, la séparation entre les Grecs et les Turcs après la Première Guerre mondiale, elle ne s'est pas faite sur une base linguistique, elle s'est faite sur une base religieuse. En gros, si vous étiez musulman, vous avez été considéré comme un Turc et on vous a déporté en Turquie. Si vous étiez orthodoxe, vous étiez considéré comme un Grec, on vous a déporté en Grèce. C'est ce qui s'est passé dans les guerres balkaniques et ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Du coup, il y a toute une série d'étapes en fait, de construction à partir du 19e siècle de certains mythes de ce que serait l'islam, de ce que serait le monde arabe, de ce que ça serait la même chose ou pas. Et qui vont être modifiés, alors je n'ai pas le temps, je vais m'arrêter, mais qui vont être modifiés au cours des années par des événements comme le 11 septembre, mais par exemple aussi comme avant, par la crise de Suez, ou par l'affrontement fondamental de cette époque-là qui était entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, à partir du moment où les luttes anticoloniales menées par beaucoup de pays arabes ou africains, dont certains pays africains musulmans, s'associaient avec des luttes entre mouvements communistes et mouvements impérialistes. Et donc du coup, et il existait aussi beaucoup à ce moment-là de mouvements, j'allais dire syncrétiques en fait, qui pouvaient à la fois emprunter des références au socialisme et à l'islam dans leur lutte contre l'occupant français, anglais, et ainsi de suite. Et donc du coup, la représentation du monde musulman va aussi beaucoup être tributaire de questions géopolitiques liées à des affrontements entre les deux blocs, Est et Ouest. Alors, bon, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je vais pas faire un résumé de cours d'histoire, pour ma part. En fait, je suis assez d'accord avec une partie de ce qui a été dit. On va revenir sur le point, on va dire, beaucoup plus proche de nous, qui est quand même ce point du 11 septembre. Comme tu as dit, là, par le passé, le monde arabe était souvent imbriqué, en fait, avec d'autres intérêts. D'accord ? Avec le 11 septembre, ça a été l'événement en fait le plus central par rapport à toute notre histoire en fait, même médiatique, en fait, par rapport à la création de la télé, de tous les médias qu'on a maintenant, qui a été initié de manière claire pour, on va dire, tous les peuples, par le monde arabe, pour le monde arabe, pour sa représentation. Chose qui a été qui n'a jamais vraiment eu lieu, qui n'a jamais eu cet impact en fait si grand. Que certains disent qu'avant le 11 septembre, les Américains ne savaient pas que les Arabes existaient. Quand on était aux États-Unis, avec un visage comme le mien, on était portoricain. Après le 11 septembre, on était arabe. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une représentation, on va dire, un élément très très clair et tangible en fait, du monde musulman. Voilà. Pour être clair, dans l'Occident représenté au maximum en fait par les États-Unis, qui est un des plus gros marchés du jeu vidéo pour revenir à ça. Donc c'est à ce moment-là, en gros pour schématiser, que le monde arabe. Pourquoi est-ce que je lis le monde arabe là à l'islam ? C'est que en gros, les Émirats arabes unis sont la première source d'impression de Coran dans le monde. Voilà, donc ils ont, je crois, 98% d'impression viennent de leur pays. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on lit aussi beaucoup le monde arabe et l'islam. Voilà. Donc avec ces données-là, on peut commencer à réfléchir sur pourquoi est-ce que
l'Occident commence à utiliser le monde arabe comme potentiel ennemi. Simplement, de tout temps, on se cherche toujours un ennemi parce que l'ennemi, c'est le plus grand, c'est le plus fort vecteur social. Et le communisme n'existe plus. Et donc, en gros, le monde arabe, là, synthétisé pendant là un gros moment avec Ben Laden et Saddam Hussein comme le nouveau communisme, en fait, à combattre. Et derrière, ça va être appliqué, que ce soit dans des films, dans des séries, dans pas mal de choses, et aussi dans le jeu vidéo. Ça va commencer à être un ennemi de choix pour toutes les raisons citées. Et une autre aussi, quand même, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus simple. Les niveaux dans Call of Duty ou dans ces jeux, dans ces FPS, quand on arrive dans le monde arabe, sont beaucoup plus dépouillés, beaucoup plus simples à faire. Donc même c'est fou, mais même en production, en termes de production, c'est plus simple de faire un niveau comme ça. Et comme dit plus tôt, l'ennemi, là ça devient un ennemi très global. En fait, on n'a pas à faire beaucoup de types d'ennemis. Parce que déjà, visuellement, juste un corps avec des habits un petit peu marron et un kéfier, c'est identifié très facilement. L'image est très forte. Il y a une sorte d'iconographie là-dessus qui est très simple à mettre en place. Donc, ça devient un ennemi simple narrativement et aussi au niveau de la production. Donc, il y a aussi une partie qui permet c'est aussi ces éléments qui permettent de savoir pourquoi est-ce qu'on va vers ce type d'ennemi maintenant. Bon, ça va être difficile de passer après tout le monde. Pour essayer de faire la synthèse et de répondre un petit peu à tout ce qui a été avancé. Première chose, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit sur l'intitulé même du sujet, c'est vrai que je pense que l'intitulé participe à la stéréotypisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle du monde arabe, de quoi on parle? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Alors j'ai cru lire qu'il y avait 22 pays qui se réclamaient d'être des pays arabes, mais bon, je pense que quand on va dans les montagnes de Kabylie en Algérie, je pense que ça leur fera pas plaisir de savoir qu'ils sont dans un pays arabe. Donc oui, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a c'est des Maghrébins, des Africains du Nord qui sont chrétiens, juifs, athées, qui sont des descendants des Visigoths, qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds. Donc déjà, quelque part, l'intitulé participe. Bon, c'est bien évidemment pas le but du jeu, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et comme tu l'as très bien dit, le monde musulman aussi n'est pas du tout représenté par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le pays le plus vaste pays avec la démographie la plus importante, c'est l'Indonésie. Et en termes de représentation, effectivement, ça n'a rien à voir. En tout cas, dans les stéréotypes iconographiques qu'on pourrait avoir. Après, donc, je vais être un petit peu le petit canard du débat, j'ai le sentiment, mais tant pis, ça fera du débat. Déjà, vous avez validé par 2 fois le terme d'islamophobie, qui déjà, moi, me pose problème. C'est-à-dire que Je suis d'accord avec toi. c'est-à-dire que l'idée que on ait une interdiction de critique raisonnable et rationnelle d'une religion, par un mot qui dit voilà, si on est contre un élément ou un autre d'une religion, on est forcément qualifié de trucphobe. Alors après, c'est peut-être un débat de définition du terme, mais c'est vrai que autant le mot racisme, il ne pose pas de problème parce qu'il est très, très clair, autant le mot islamophobie, alors qui est soi-disant qui a été inventé par les mollahs iraniens justement pour culpabiliser les gens qui ont l'incapacité de critiquer la religion, ou du moins d'émettre quelques réflexions critiques sur des aspects de telle ou telle religion, en l'occurrence de l'islam. Donc voilà, le mot déjà me pose problème. On pourra en débattre. Après, par rapport à tout ce que tu as dit sur le concept de roman national et d'identité collective, en tant que républicain chevronné, je sais bien qu'on est en Bretagne, donc c'est parfois un peu délicat. Le fait d'avoir une seule langue, non, ce n'est pas idiot. C'est au contraire, c'est ce qui permet de le vivre ensemble, c'est ce qui permet la fédération qui a été fêtée en 1790 et dont on célèbre l'anniversaire chaque 14 juillet. Contrairement à ce qu'on croit souvent, on ne célèbre pas la prise de la Bastille, mais on célèbre l'anniversaire de la fête de la Fédération. C'est quand même beaucoup plus important d'un point de vue du symbole. Et les constructions d'unification tout à fait parallèles entre l'Allemagne et la France, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'on a
un peuple-nation qui a construit un État central. Alors je ne remonterai pas à Charlemagne, parce que Charlemagne, on se dispute la paternité franco-allemande ou autre, mais au moins jusqu'à Philippe le Bel, qui a mis en place des institutions très importantes, qui a contesté le pouvoir, notamment pontifical, qui a mis on va dire des prototypes, des embryons d'administration qui ont contribué ensuite à créer l'État central qu'on connaît, qui a été ensuite pérennisé par Louis XIV, le jacobinisme, ainsi de suite. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les 300 royaumes de l'Allemagne, qui ont eu une construction d'unification à marche forcée par Bismarck, où on s'est cherché des héros mythiques comme Arminius. D'ailleurs, on arrête de toquer à ça en sortant Vercingétorix de notre chapeau, parce qu'il fallait qu'on ait quelqu'un qui puisse être comparable. Et je suis toujours un petit peu gêné par rapport à cette idée, bon, c'est un peu du sujet, mais tant pis, de critiquer le concept de roman national. Parce que qu'est-ce qui reste après quand on a détruit tout le roman national, qu'on a prouvé que oui, c'est de la construction, mais évidemment, tous les romans nationaux sont des constructions. Quand on a démontré finalement que tout ça, c'est des choix qui ont été faits à un moment donné, effectivement au 19e, pour cristalliser les éléments, je dirais, fondamentaux d'une société, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants, c'est quoi ce qui nous définit ou pas. Quand on a fini de le critiquer, quand on l'a foulé aux pieds, qu'on a tout jeté à la poubelle, je pense que ça créera plus de problèmes de vivre ensemble que de solutions. Oui, je suis pas sûr qu'il était en train de critiquer ça. Je pense qu'il a peut-être son avis comme quoi c'est pas vraiment la vérité, mais je pense que c'est surtout pour l'énoncer, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux prendre juste 2 minutes pour essayer effectivement de préciser un peu ma pensée? Je la précise sur les 2 points, sur la question de l'islamophobie et sur la question de la création du roman national. Donc effectivement, sur la question de l'islamophobie, moi j'emploie ce terme-là. Je n'ai pas de problème à l'employer parce que je pense qu'il correspond. En fait, c'est pas pour dire que toute critique de l'islam doit être considérée comme de l'islamophobie. Moi, par exemple, je suis profondément athée, je crois absolument pas en Dieu, et je revendique le droit de le dire. L'islamophobie, pour moi, réfère à un phénomène précis qui est qu'en France, il existe une communauté de confession musulmane, ou d'une façon générale d'ailleurs, en fait, qui est considérée comme de confession musulmane, basée sur différents aspects culturels, stéréotypes visuels auxquels on va l'assimiler, qui est une communauté qui est victime de discrimination. Ces discriminations ne sont pas directement liées à une critique de leur religion, mais le discours qui fonde ces discriminations s'appuie beaucoup sur le fait de les assimiler à des musulmans égales des islamistes, égales, et ainsi de suite. Et par exemple, moi je trouve que la rhétorique de Charlie Hebdo, par exemple, pour prendre un exemple très concret, ce n'est pas de la critique rationnelle de l'islam, c'est de l'islamophobie, pour moi. C'est une question de s'en prendre, non pas une religion qui est réellement menaçante pour un organisme donné dans un État donné, car je ne tiendrai pas le même discours en Iran, hein, la question serait différente. Je pense qu'en France, il n'y a pas de danger lié, pour moi en tant qu'individu, pour mon droit d'expression, lié à l'existence d'une religion organisée qui s'appelle l'islam. C'est le premier point. Le deuxième point, sur la question de la construction mondiale, mon but n'est pas de dire c'était de la merde, il n'aurait pas fallu le faire. Je pense que c'est du devoir des sciences sociales d'énoncer ce qui est une construction historique qui s'est produite à un moment donné. Mais là, c'est un point de détail, donc je ne vais peut-être pas rester très longtemps dessus, mais je ne ferai pas une très grande différence entre la France et l'Allemagne, bien qu'effectivement leurs histoires médiévales aient été différentes, parce que la France du XVe et du XVIe siècle repose sur un principe d'allégeance dynastique. On est français parce qu'on est de la maison du roi. Il n'y a pas une tentative fondamentale de créer un peuple français unifié au sein du territoire français. C'est quelque chose qui va arriver après la Révolution française et avec la création justement de l'État-nation comme source de légitimité alternative à la monarchie de droit divin. C'est-à-dire le monopole du pouvoir de la violence légitime exercé par l'État français sur le territoire français ne peut plus être fondé sur l'idée que Dieu a donné à un monarque un pouvoir absolu. Donc il doit être fondé sur quelque chose. Et cette quelque chose, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple dont il faut ensuite du coup établir l'unité en tant que nation. Et de ce point de vue-là, je rapproche beaucoup la construction allemande et la construction française, même si le processus militaire, politique a pu être différent. Voilà. Et les idéologies sous-jacentes aussi. Parce qu'entre l'universalisme français et la Volksgeist allemande, il y a quand même un fossé. Pour essayer de recentrer un petit peu, et je pense peut-être, je vais dégager un petit peu en fait sur le thème. On a sur l'islam et le monde arabe.
après quelques recherches, je me rends compte que la représentation de l'islam vraiment en tant que tel, en tant que religion dans le jeu vidéo, en fait, est très très faible. Vraiment extrêmement faible. Tout comme le judaïsme, il n'y a que quelques cas que l'on peut vraiment citer ou qui ressortent. Et je parle sur le jeu vidéo à grande échelle. Évidemment, si on va dans le jeu vidéo indé, il y a pas mal de choses. Mais je pense qu'on va rester sur un cadre assez restreint là-dessus. On va dire plus mainstream. En fait, il y a très très peu de représentation pour le judaïsme. Dernièrement, il y a El Shaddai qui s'appuie sur des récits vraiment clairs sur le judaïsme. Et dans l'islam, il y a très peu, quasiment pas de jeux qui s'appuient vraiment sur une période donnée de la construction du monde islamique. Ce que l'on a surtout, c'est l'utilisation en fait un petit peu de l'imagerie, ce genre de choses-là, dans le monde musulman. Donc des fois avec plus ou moins d'adresses. Je vais donner un exemple pour le coup dans le jeu vidéo et qui va même aller un petit peu aussi sur tout ce qui est production et business. Dans le jeu Tekken, il y a un niveau qui se passe dans les Émirats arabes et c'est un niveau très luxueux. En fait, on est à Dubaï, c'est vraiment très clair. Et genre presque aussi dans la grande tour de Dubaï avec un peu de centre commercial. Au sol, une très très belle représentation en or avec du texte en arabe. Ce texte-là, en fait, c'était malheureusement la shahada, la profession de foi du musulman. Donc il y a eu une réaction dessus qui a été non, on ne peut pas marcher, se battre dessus. Dans la foulée, mais immédiate, il y a eu un patch qui est sorti pour l'enlever. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ça ? C'est parce que le jeu Tekken a une grande base de fans dans ces pays-là, en fait. Ce jeu-là est quand même assez bien implémenté. Donc, par rapport, vu que le monde arabe et des utilisateurs musulmans étaient quand même une bonne part de marché, en fait, il y a eu le fixe qui a été fait. Comme aussi sur un personnage dans Tekken qui est clairement un personnage à connotation arabe, qui était habillé d'une manière qui n'était pas acceptée en Arabie Saoudite. Ils ont modifié ce personnage-là uniquement, et pas tous les autres personnages. Par exemple, Lily, jeune française, habillée très très court, c'était pas grave. Donc, on commence à se rendre compte que la représentation de l'islam soit vraiment dans l'image, plus que dans le fond. Il y a quand même, vu que maintenant le marché a évolué et que en fait, ces pays-là, et on va rester sur les pays, on va dire, là pour mon exemple des Émirats, vu que c'est devenu un marché, en fait, la vision même sur l'islam commence à changer parce que ce sont des clients potentiels. Et de manière très pragmatique, on ne veut pas se couper de clients potentiels. Voilà. Et pour conclure un petit peu, je pense que, pour notre débat, je pense qu'on va plutôt être centré sur vraiment la représentation au final du monde arabe qui sous-entend en fait le monde musulman. C'est plus ça. J'espère qu'on va peut-être me contredire là-dessus avec plus ou moins de force, mais c'est plutôt le monde arabe représenté dans le jeu vidéo. Voilà. Après, derrière, comme il y a d'autres médias qui qui utilisent aussi l'approche par le monde musulman, on fait beaucoup d'amalgames par nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs. Ouais, quand j'ai commencé à quand j'ai été contacté pour travailler sur le sujet, c'est vrai que mon premier réflexe, c'était de me dire, qu'est-ce que j'ai comme référence ? Rien. Vraiment, j'ai fait mon corpus personnel, des milliers de jeux. Alors, je joue pas à Call of Duty, je joue pas à tous ces jeux de guerre-là, tous ces FPS. Et donc, je suis parti naïvement sur Internet pour chercher des éléments sur le sujet. Mis à part, bien évidemment, Assassin's Creed, où il y a des choses qui étaient intéressantes dans le premier. Bon. Et la première chose qui m'a frappé quand j'ai fait des recherches sur le sujet, c'est finalement les relations entre le concept même du jeu vidéo, et l'islam. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sont investis aujourd'hui dans des débats, il y a même un topic spécialisé là-dessus sur jeuxvideo.com, sur qu'est-ce qu'un bon jeu musulman, qu'est-ce qu'un bon joueur musulman, comment être un joueur de jeux vidéo et musulman,
Est-ce que le jeu vidéo est, excusez-moi pour la prononciation, haram ou pas Licite ou non licite. Licite ou non licite, voilà. Et c'est vrai que n'étant pas familier avec cette culture-là, j'étais assez surpris des débats qu'il pouvait y avoir et quelque part des débats d'exégète, c'est-à-dire qu'est-ce que nous dit le Coran sur le jeu vidéo. Alors effectivement, au 7e siècle, on va dire qu'il n'en disait pas grand-chose. Hein. Je pensais pas mon... Pong. C'est déjà Pong. Et donc, je me suis retrouvé dans des débats comme ça d'exégète avec des citations d'imams sur comment jouer et des choses qui étaient vraiment intéressantes, notamment l'idée que... Bon, d'abord, alors là je parle de ce qui ressort du livre. Hein, mais pour moi, une religion ne vient pas du livre, elle vient de ce qu'en font les hommes. Hein, donc à partir de là, en tout cas, apparemment, ce qu'on retrouve dans le livre, c'est que finalement, il y a une forme de malaise par rapport au concept même du jeu, du fait de jouer. C'est-à-dire que jouer, c'est perdre son temps, et c'est un moment où on ne consacre pas sa vie à Dieu, et donc c'est pas quelque chose de recommandable. Néanmoins, dans la vie de Mahomet, à un moment, on retrouve des situations où, avec ses disciples, il s'amuse. Il y a un épisode où il s'envoie des bouts de pastèque alors qu'ils sont en train de manger, et donc c'est un moment de divertissement où finalement, il relâche la pression. Et donc ça peut être accepté malgré tout. C'est-à-dire que, et donc il y a l'idée qu'il y a trois formes de jeu qui peuvent être acceptées. Le fait d'élever son cheval, de s'amuser avec sa femme et de tirer à l'arc. Voilà, ce sont les 3 jeux licites, dans l'islam on va dire rigoriste, orthodoxe. Et à partir de ça, il y a des sortes de typologisation qui ont été faites par les musulmans eux-mêmes. Alors voilà, quel type de jeu on peut jouer si on respecte ça. Alors après, il y a un autre problème qui est celui de la représentation des humains, ou en gros des créations de Dieu. C'est-à-dire qu'il est illicite, normalement, de représenter, par quelque moyen que ce soit, par la peinture, par l'image, un être vivant qui a été créé par Dieu. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de jouer à un jeu vidéo qui met en scène des personnages. On aurait le droit de jouer à un jeu vidéo uniquement avec des éléments qui sont construits par l'homme. Par exemple, si vous jouez à Wipeout, ça peut aller à peu près. Mais GTA, c'est pas possible. Après, il y a un problème avec la musique. C'est-à-dire que la musique, il y a quelques rigoristes en tout cas qui considèrent que non, c'est pas recommandable, c'est pas acceptable. Donc il faut jouer à Wipeout sans la musique. Je suis désolé, ça gâche un petit peu l'expérience, mais au moins comme ça, on est dans les créneaux. Et je termine avec un exemple d'un imam, l'imam As-Sakawi, qui apparemment aurait une certaine autorité, qui parle des jeux, notamment des jeux de guerre, en disant ils contiennent des tactiques de guerre, des astuces pour piéger l'ennemi, motiver l'âme, stimuler l'intelligence et la détermination. Ces jeux s'assimilent au tir à l'arc et à l'équitation. Ainsi, il ne s'agit pas d'une chose recommandée ou encouragée, ce n'est pas non plus une activité interdite ou défendue, en parlant du jeu en lui-même. Et j'étais assez, on va dire, gêné de voir qu'il puisse y avoir une légitimation du jeu comme étant une sorte d'entraînement à la guerre, et que ça soit bien vu par certains imams rigoristes, en tout cas, sur le sujet. Autre élément qui ressort, et tu en as un petit peu parlé avec l'exemple de Tekken, c'est une extrême vigilance de la part du monde des joueurs, d'une certaine partie du monde des joueurs. Je veux juste apporter une nuance. Depuis quelques années. C'est comme ça depuis quelques années, parce que sinon on aurait peut-être pu s'offenser d'autres exemples, on va dire, dans le passé, dans les années 90, 80, ce genre de choses-là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai parlé du 11 septembre au début, parce qu'il y a une polarisation depuis ce moment-là. Donc voilà, je te laisse continuer. Non, mais donc c'est effectivement, les choses ont peut-être évolué depuis. Et donc tu parlais de l'affaire Tekken, il y a aussi l'affaire Call of Duty, avec l'histoire du cadre, donc un petit tableau qui était dans la toilette salle de bain qui représente un arbre, et dans le cadre du tableau on peut lire Allah est beau et aime la beauté. Et là, ça crée une polémique apparemment hallucinante, et ce qui est intéressant quand j'ai découvert la polémique, c'est que je ne la comprenais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qui était mal en fait dans cette polémique. Est-ce que c'est le fait qu'on ait écrit quelque chose sur Allah ? Est-ce que c'est le fait de l'avoir écrit dans un tableau ? Est-ce que c'est le fait de l'avoir mis dans ce cadre-là ? C'est le fait de l'avoir mis dans les toilettes. Voilà, c'est ça. En fait, au final, c'est ça.
Et donc, ça crée une polémique assez violente, ce qui fait que Activision a patché et a sorti l'objet des lectures en question du jeu. Alors, pour le coup, j'ai suivi ça, j'ai aussi suivi l'exemple de Resident Evil, où en fait, il y a un passage où il y a plein de livres, dont un Coran, et le joueur peut, dans ses habilités, ils ont fait ça, mettre un coup dans les livres, faire tomber les livres, donc faire tomber un Coran par terre. Donc c'est les 3 histoires, là, que ce soit sur Tekken, Call of Duty et Resident Evil, en fait, ça a été souvent une tempête dans un verre d'eau. Par contre, les réactions ont été, de la part des créateurs, ont été extrêmement rapides, parce que c'est de la très très mauvaise presse, en fait. Mais au final, le nombre de personnes, le coup, ça a été un article dans Kotaku, enfin voilà, très... Là, c'est le phénomène des réseaux sociaux, du fait qu'il suffit de balancer une vidéo YouTube et ça peut créer une polémique, Voilà. alors même si on ne représente pas grand monde au final. Mais bon, ça participe du climat quelque part, des relations parfois un peu tendues. Et c'est pour ça que je parle de tempête dans un verre d'eau, parce que il n'y a pas eu d'appel au boycott, par exemple, de toute la communauté musulmane à dire n'achetez pas ces jeux-là. Si on était arrivé à ces proportions-là, oui, en effet, là, à ce moment-là, c'est des gros problèmes. Là, ce sont des épiphénomènes assez cadrés. Donc voilà, et sur le jeu vidéo offensant l'islam, au final, que ce soit offensant l'islam ou offensant le judaïsme, offensant le christianisme, je pense que l'islam et le judaïsme sont, encore une fois, vu qu'ils ne sont pas beaucoup représentés, ils n'ont pas non plus été énormément offensés. Voilà. Alors juste sur ce point, moi j'entends bien donc ce que tu as dit. Effectivement, ce sont des exemples qui sont réels, mais je suis tout à fait de l'avis qu'il ne faut pas surinterpréter le fait que quelque part sur la planète, il existe une petite communauté de gens qui vont s'offenser de tel ou tel aspect et d'en déduire qu'il existerait une attitude des musulmans, ou pire, une attitude des Arabes vis-à-vis de... Moi, la pratique du jeu vidéo de mes amis qui sont musulmans est une pratique qui est complètement décorrélée de la religion. Enfin, ils jouent au jeu vidéo d'un côté, et puis ils ont des pratiques religieuses de l'autre. Je suis très d'accord avec toi. Juste pour appuyer le pourquoi du comment, la représentation des humains est interdite pour une raison, en fait. C'est pour éviter de les idolâtrer, en fait, et faire de l'association. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas représenter un humain, c'est pour ne pas tomber dans cet écueil-là. Pour la musique, elle est interdite. La musique est censée être interdite. Pourquoi ? Parce que la musique peut amener à cet état potentiellement de transe ou de vraiment lâcher prise totale qui ne permet plus d'être en état pour faire la prière. Et toutes les activités qui vraiment font que on n'a plus vraiment notre esprit, s'il fallait aller faire la salate, faire la prière, ne plus être dans cette capacité de le faire, toutes ces activités-là sont soit interdites, soit ce qu'on appelle détestées, soit déconseillées. Voilà, c'est pour faire un petit peu le schéma de pourquoi. Mais voilà, mais du coup, ce qui peut amener d'ailleurs des situations parfois assez rigolotes, comme par exemple, c'est quand en Arabie Saoudite, il avait fallu faire des photographies aériennes pour faire des forages pétroliers, où du coup, il y avait eu une réunion d'un conseil, alors je ne sais plus exactement qui y participait, qui avait décidé que finalement, oui, il était possible de faire des photographies aériennes, même si ça, on risquait de photographier des gens au passage, parce que quelque part, l'objectif, l'intention exactement n'était pas là, mais c'est surtout que du coup, on est typiquement dans une situation où le religieux va être utilisé pour justifier une décision politique qui était déjà prise en amont, un petit peu comme quand on utilise des économistes qu'on sort pour vous expliquer qu'il va falloir diminuer les prestations sociales. Quelque part, on sort la religion comme une hypothèse, comme une justification dans ce genre de cas. Et donc, moi, justement, je suis encore moins, peut-être moins embêté par le fait d'avoir parlé dans le même sujet que je comprends tout à fait d'islam et de monde arabe, que par le fait de trop parler de prescriptions qui sont émises par la religion par rapport aux jeux vidéo, dans la mesure où je trouve que ça illustre peu l'attitude du joueur musulman, l'attitude par rapport à ça. Et ceci dit, pour parler des offenses qui ont été là, j'en ai trouvé une, alors je ne sais pas si je peux avoir l'image. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu magnifique, donc je ne reviendrai pas dessus après parce que je pense que ce n'est pas le truc le plus intéressant, qui s'appelle Muslim Massacre, qui est un jeu qui a été sorti, c'est un jeu indé, on pourrait dire,
dans lequel le principe, vous le devinez assez rapidement, c'est-à-dire que les gens sont passés très au-delà de Call of Duty. C'est le simple, vous jouez un gentil GI américain qui doit aller buter des Arabes. Enfin, c'est assez simple, ils ont à peu près tous la tête de Ben Laden, enfin en tout cas de ce qu'on imagine stylisé. Donc effectivement, on peut comprendre que ce genre de jeu puisse quelque part soulever une certaine indignation des gens qui en entendent parler, même si ils ne sont pas eux-mêmes particulièrement pratiquants, religieux, etc. Puisque là, on est dans le domaine de la stigmatisation de communautés avec appel au meurtre. Enfin, je veux dire fondamentalement, c'est ça dont il s'agit. Si je dis pas de bêtises sur ce jeu-là en particulier, parce que je le connaissais à sa sortie, ça a été aussi en fait, c'est là où le jeu peut être peut-être amené, on va pas aller sur ce débat-là, mais peut-être à presque de l'art, dans le sens où il y avait une intention derrière qui n'était pas vraiment de dire oui il faut aller tuer les musulmans, mais qui était plutôt une critique de tout ce qui a pu être fait en fait dans le cinéma pour exorciser des défaites ou des choses comme ça. Et il a été fait en partie pour ça, pour mettre l'accent là-dessus de ce que l'on peut faire pour exorciser ces pertes pendant... Voilà. Alors, pour préciser, en fait, l'auteur du jeu est revenu plusieurs fois sur ses déclarations en soufflant le chaud et le froid sur des motivations qui l'avaient poussé, et une fois sur deux se montrait quand même relativement insultant vis-à-vis de la communauté des gens qui l'avaient critiqué. Donc il est assez difficile de se faire une idée de ce qu'il avait dans la tête. On peut se faire une idée de ce qu'il a produit. Voilà, c'est pour ça que je parle d'art, là, parce que on commence à avoir une interprétation. Ouais, c'est la réception qui change. C'est un petit peu comme le jeu sur Bowling for Columbine. On peut avoir les deux interprétations. Enfin, je connais pas ce jeu, en l'occurrence, c'est vrai que ça paraît assez clair. Mais c'est ce type de jeu-là. Ouais, je le mettrais dans cette catégorie-là. Okay. Ça me pose quand même un problème, c'est-à-dire que sans connaître le jeu plus que ça, je le connais de nom, j'y ai pas joué. D'un côté, on a clairement des stéréotypes, c'est-à-dire un certain discours de stigmatisation, on discrimine des gens. Et de l'autre côté, effectivement, on peut raisonner à n degré, dire par exemple, si du second degré c'est de l'ironie, c'est pour critiquer. Mais si on est seulement capable de produire ce genre de contre-discours, c'est-à-dire dire la même chose mais dire c'est pour critiquer, c'est quasiment le niveau zéro de la critique. C'est-à-dire que produire un contre-discours constructif, c'est soit montrer autre chose ou montrer où sont réellement les failles. Enfin, le problème, on le voit bien, c'est que s'il n'y a pas de lisibilité, si on met l'accent sur le contexte de réception, si c'est la réception qui prime à l'heure moderne, on a un problème, c'est que finalement c'est comme le premier degré. Enfin, ça, je suis d'accord. Il faut être très vigilant. Il y a eu la même polémique avec le jeu sur Bowling for Columbine où il y a eu deux sortes de réceptions. Les gens qui ont été extrêmement choqués qu'on puisse mettre en scène le massacre, et d'autres personnes qui ont bien compris que c'était une critique justement par l'absurde quelque part, parce qu'on se retrouve à diriger les tueurs qui se baladent dans les couloirs du lycée et qui rencontrent les élèves, et on passe dans une phase de combat RPG au tour par tour où nous on a un fusil à pompe et en face l'élève n'a rien, donc c'est complètement absurde et on se retrouve à tirer sur l'élève et c'est absurde et ennuyeux, c'est-à-dire qu'on c'est un jeu auquel on s'ennuie énormément, et donc c'est par l'ennui, par le game design qui est un rébarbatif finalement, qu'on a une critique finalement de ce qui est représenté. Mais c'est vrai que ça peut créer un malentendu, quoi. Ça crée un ennui et un malaise. Ah oui, en fait, complètement. Dans ces bottes-là. Et en fait, ce qui crée souvent le malaise, c'est le contexte. C'est ça. On discutait, je ne veux pas te spoiler sur la question des blagues, à la limite on en reviendra plus tard, mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris, à la Cité de l'Immigration. C'est assez sympathique, hein, il y a pas mal de choses. C'est un partie est de Paris. Et en fait, il y a une partie du musée dans laquelle sont exposées un certain nombre de caricatures antisémites, donc datant de l'entre-deux-guerres, voire d'avant. Et c'est étonnant de constater à quel point les caricatures antisémites de l'époque ne font rire personne aujourd'hui. Mais genre personne. C'est basé sur le fait de se moquer du fait que les juifs ne mangent pas de porc, c'est censé être quelque chose de très rigolo. Vous pouvez essayer de raconter ces blagues-là en soirée, vous ferez toujours un flop, hein, je vous le conseille. Et c'est même pas tellement à cause de la question de la Shoah, c'est surtout qu'en fait, le contexte politique dans lequel une grande partie de la population était persuadée qu'il existait une menace juive, un complot juif qui dominait le monde, et ainsi de suite, ça a été complètement balayé. En fait. Le contexte politique sous-jacent a été détruit, donc du coup l'antisémitisme ne fait plus rire. Comme les blagues sur les Belges de nos grands-parents ne font pas forcément rire grand monde aujourd'hui. Le problème effectivement qu'on peut avoir, pourquoi c'est plus difficile de se moquer, je pense c'est plus difficile, plus dangereux et donc plus risqué, et donc devrait être beaucoup mieux fait quand c'est fait, de se moquer par exemple des musulmans, à la limite même en tant que groupe, même si on décide de le faire, c'est qu'en fait l'humour
même si c'est de l'humour, va s'appuyer sur un problème social sous-jacent. Une relation d'inégalité sociale et politique à l'échelle mondiale, une situation de domination des États-Unis qui arrive et qui place leur gouvernement un petit peu comme ils veulent sur le reste de la planète. Enfin, et du coup, un ressenti dans un certain nombre de populations très négatif vis-à-vis de cette situation-là. Et donc là, on a un terreau, malheureusement, pour créer de l'humour, mais je pense que c'est typiquement ce genre de terreau dans lequel on ne doit pas faire ce genre d'humour. Donc on s'interdit de faire de l'humour. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'humour qui devrait... toute forme d'humour qui est dans un contexte dans lequel la personne qui est moquée est fondamentalement une victime doit être extrêmement pesée par rapport aux réactions et par rapport aux émotions que ça va susciter avant d'être produit. Ouais, c'est là où si je peux dire un tout petit mot, juste avant de te passer la parole, parce que justement, on avait une discussion en amont, et une des choses qui m'a motivé à faire ce sujet, c'est quelque chose d'assez trivial que je tire de mon expérience personnelle, hormis le fait qu'il faut multiplier les discours pour pointer les discriminations, etc. C'était justement en me basant sur... J'avais fait une petite recherche sur des blagues, donc de l'humour, fin années 80, période pendant laquelle, on va dire, les problèmes réels, ou en tout cas montrés dans les médias, étaient principalement le chômage et l'immigration. Et donc il y avait énormément de blagues sur les Arabes, texto, hein, y compris dans les collèges. C'est-à-dire enfant, moi, j'ai ri à énormément de blagues que je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'à posteriori, les analysant, c'est très troublant, essayer de voir pourquoi on rigole. Alors on rigole des fois, et faites l'expérience, analysez après pourquoi vous avez rigolé, et parfois vous arrivez à des conclusions qui sont assez tragiques. Je vais donner un exemple pour illustrer mon propos. Un des stéréotypes qu'il y avait dans les années 80, alors il reste plein de stéréotypes à l'heure actuelle, je pense que c'est un stéréotype qui s'est un peu estompé. Alors, je pense qu'il faut produire plein de discours pour encore lutter contre ces stéréotypes, mais je pense qu'il a diminué. Mais en tout cas, dans les années 80, c'était beaucoup de blagues sur les Arabes sont des voleurs. Okay, donc énormément de blagues reposaient sur ce procédé humoristique. Donc un exemple pour illustrer mon propos, c'était qui sont les champions du triathlon. Évidemment, on ne sait pas répondre, on ne trouve pas. Et non, ce sont les Arabes déjà, en plus, les Arabes, c'est très très flou. Parce qu'ils vont à pied à la piscine et repartent en vélo. Et tout le monde, dans le contexte de l'époque, comprenait la blague. Ça faisait rire quasiment tout le monde. Ce serait mensonger de dire là, tout le monde rigolait. Que ce soit les parents, les enfants, etc. C'était quelque chose de très explicite dans le contexte, en tout cas culturel et économique de l'époque. On pourrait se dire, effectivement, peut-être qu'à l'époque, les gens étaient encore un peu racistes, mais maintenant, les gens comprennent que c'est faux, savent que c'est faux, et ça nous donne maintenant, si ce genre de blague subsiste, ça nous donne, on va faire la blague. Et si quelqu'un fait un petit peu, genre, ce que je fais souvent, moi, je pointe que c'est assez... Moi, ça me pose des problèmes. Ça va être, oui, mais je sais très bien que c'est faux. On va produire ce genre de discours, on va produire tout un discours autour de la blague pour dire je sais que c'est faux, c'est du second degré, etc. Quelque chose de très classique. Le seul problème, donc, éventuellement, j'accorde du crédit à ces personnes. Je vais supposer qu'il n'y a aucun racisme dans mon entourage. Et je pense que c'est assez crédible. Donc du coup, et de temps en temps, ça peut quand même provoquer le rire. On se dit, oui, ok, mais il sait. Seul problème, j'ai fait la même blague en changeant juste un mot. J'ai enlevé arabe et j'ai mis quelque chose d'arbitraire comme anglais. Normalement, c'est tout aussi arbitraire que arabe, anglais, enfin, il n'y a pas de problème. Je fais la blague, elle fait pas rire. Mais pas rire, pas parce que les gens sont indignés, simplement les gens ne comprennent pas la blague. C'est quand même très différent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas les référents pour comprendre ce qui est drôle. Et quand je me suis aperçu de ça, ça m'a posé un problème. Quand je parlais dans mon introduction de discours qui passent malgré nous, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver justement à se faire le relais dans nos productions de stéréotypes, de préjugés dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire on a ça, on nous a tellement matraqué ça via les médias, via un certain nombre de choses qu'il est très difficile de tout déconstruire. Et on doit toujours essayer justement, c'est un travail perpétuel de déconstruction des stéréotypes, parce qu'on continue d'en être victime. Et en tout cas, j'invite les gens à se poser la question, après avoir ri à un gag, d'essayer de réfléchir pourquoi ils ont ri. Il y a tout un tas de raisons, mais c'est très intéressant en tout cas de voir les choses de cette manière. Juste un truc là-dessus, sur deux points, sur la notion d'humour. La personne qui reçoit en fait
aussi cette blague. Pourquoi ça marche pas là-dessus? Parce que on a des références, on va dire, communes et historiques, et ça devient une sorte de grande private joke. Et ça ne peut pas marcher quand on change. En fait, le fait d'avoir changé l'arabe par l'anglais, ça ne marche pas parce que ça ne s'appuie plus sur des choses qu'on a déjà tous entendues ensemble, que l'on soit raciste ou non. Il y a ça qui se crée et ça ne s'appuie plus sur potentiellement des blagues antérieures, voilà, ce genre de choses-là, premièrement. Et aussi, la deuxième chose, la blague aussi n'a pu ne pas faire rire à cause de la personne qui aimait la blague, dans le sens où, je dis pas que tu racontes mal les blagues, ce que je veux dire... J'ai pas mis le ton, hein, j'ai voilà. été très très... Voilà. Ce que je veux dire, c'est... d'ailleurs, vous le verrez en spectacle bientôt. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui va émettre la blague, en fait, a une sorte de légitimité ou non, quand on est dans ces sujets sensibles, faire la blague. Si j'avais sorti cette blague-là, ou si j'avais fait la blague de qu'est-ce que l'on dit à un maghrébin qui a un costard et une cravate. Accusé, levez-vous. D'accord. Voilà. Donc, quand c'est moi qui l'a dit, on est sûr et certain qu'on n'a aucun doute sur le fait que je ne suis pas raciste envers moi-même. Et donc, il y a toujours la personne qui émet en fait le message, qui fait en fait partie intégrante aussi du message en lui-même. De pourquoi est-ce qu'on va dire qu'une blague est raciste ou non. Ouais, enfin, moi, je trouve ce critère un peu léger. C'est-à-dire que moi, j'en arrive des fois avec, pour aller très simple, tu serais avec moi, supposons qu'on fasse une soirée, c'est probable. Imaginons que tu sortes une blague justement de ce type. Très souvent, je me retrouve à ne pas rire, et en plus, je ne pense pas que ce qu'on qualifiera vite fait d'autodérision justifie, en fait. Pour moi, ça n'autorise pas, et c'est un biais idéologique. C'est pas non plus de l'autodérision. C'est une blague lourde, si on veut, et elle n'est pas drôle à cause de ça. Mais ce n'est pas parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas raciste. En fait. Si, je ne suis pas complètement convaincu, moi qui ne te connais pas, je ne suis pas complètement convaincu, rien que sur ta tête, que tu n'es pas raciste. Je veux bien croire que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand je vois une femme dans la rue avec qui je discute, je ne suis pas convaincu qu'elle n'est pas sexiste par définition, parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes sexistes, en fait, fondamentalement. Donc, ça ne marche pas exactement de la même façon, parce que l'histoire du racisme et l'histoire du sexisme ont des histoires un petit peu différentes, donc on accorde généralement plus de crédit. Ceci dit, j'ai eu la désagréable surprise d'entendre certains de mes amis tunisiens, de gauche par ailleurs, me dire qu'il y avait un gros problème d'immigration arabe en France. Je ne plaisante pas. Enfin, et bon, évidemment, il était de gauche, il était tunisien, mais il était fils de médecin. Tu vois, le contexte qui produit la mentalité de quelqu'un n'est pas seulement le reflet de sa couleur de peau ou du fait qu'il a une bite ou pas. C'est-à-dire que là, tu essentialises dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que l'arabe n'est pas un voleur, mais par contre, le fils de médecin, lui, peut être raciste. Je ne suis pas essentialiste. Je suis en train de dire que la potentialité peut exister, qu'il existe, donc justement, des marqueurs sociaux forts qui influent sur ton comportement, de la même façon où un fils... Dans un sens ou dans un autre, alors. Non, mais si j'étais... Oui, tout à fait, mais si j'étais né, par exemple, dans un milieu... musulman, j'aurais sans doute beaucoup plus de prédisposition à être musulman moi-même, parce que j'aurais été élevé dedans. Et de la même façon, quand on est fils de médecin, on a plus facilement des réflexes de classe que quand on est fils d'ouvrier. Ça ne veut pas dire qu'on est déterminé intégralement par son éducation. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que le racisme et le sexisme sont des choses qui sont très faciles à mettre en scène, qui sortent en fait quasiment de l'image. En fait. Vous présentez à l'image un arabe, vous présentez à l'image quelqu'un qui est voilé, vous présentez à l'image une femme, les gens ont immédiatement 25 000 idées qui leur viennent en tête, avant même toute forme de réflexion. Si vous êtes fils de médecin, globalement ça ne se voit pas. Du coup, il faut prendre l'effort de construire et de déconstruire en fait la formation de quelqu'un pour la production de son discours et ainsi de suite. Et je pense que l'œuvre intelligente, l'œuvre artistique intelligente, est l'œuvre qui prend conscience au maximum des préjugés qui sont instillés simplement par une représentation et qui s'efforce d'adapter son message de façon à déconstruire ces préjugés et à offrir la possibilité d'une représentation alternative à la personne qui va percevoir ces images-là. Il y a trois idées moi, qui reviennent à travers tout ça. Donc, justement, qu'est-ce que par rapport au concept même de stéréotype, est-ce qu'il n'y a pas une émotion parfois un petit peu sélective, c'est-à-dire que à ce compte, donc les blagues contre les blondes, on est d'accord que c'est tout aussi insupportable et critiquable sur les blagues contre les roux, ce genre de choses. Moi, ça me choque autant. Ok. C'est un très bon exemple, je trouve, les blagues sur les roux.
Genre, elles ne font plus rire personne, parce que là, pour le coup, on ne les comprend, mais plus du tout. Ouais, c'est un roux, je sais pas quoi. Mais on regarde, fait, bah ouais, il est roux. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Et ça n'a plus aucune attache, parce qu'on n'a plus du tout cette connaissance commune de ce que l'on disait. Il n'empêche qu'il y a des discriminations contre les roux dans les écoles, et que c'est quelque chose qui est vérifié. Quand on est... Oui. Peut-être quand on va dire, une société d'adultes, là... Mais lui, il n'a pas le droit au statut de victime, c'est ça? Bien sûr que Non. si. Bien sûr que si tu es victime d'une discrimination à titre individuel, tu as parfaitement le droit de... Et j'ai le même problème avec le concept de racisme anti-blanc qui m'énerve beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas pour dire qu'il n'existe pas des individus qui, à un moment donné, du fait qu'ils sont blancs dans un milieu où qui serait la majorité non blanche, enfin, encore qu'il faudrait définir ce que c'est que non blanc, mais bon, ça c'est un autre problème, puissent être victimes, et donc du coup, à ce titre, en tant que victime, doivent être défendus. Par contre, quand tu viens publiquement avec ce concept de racisme anti-blanc, pour moi, par exemple, tu portes une idée qui est de mettre à égalité ce concept avec le concept de racisme tel qu'on l'entend, c'est-à-dire racisme qui est basé sur une situation sociale foncièrement inégalitaire. Et pour moi, par exemple, les blagues contre les blondes, bon, ça ne me fait pas rire du tout, mais ce n'est pas porteur de la même connotation. C'est à la limite, la seule connotation que je vais lui voir, c'est que c'est une blague contre les femmes. Et effectivement, la femme ayant un statut dominé dans la société, du coup, la blague contre les blondes a une portée politique dans ce domaine-là. Mais je ne considère pas qu'en tant que blonde, ou en tant que roux, ou en tant que quelque chose, on soit, a priori, on parte dans la vie avec des gros problèmes. Je ne connais pas beaucoup de gens qui, étant roux, ont eu de grosses difficultés dans la vie à trouver un boulot, à faire leurs études, à se marier avec quelqu'un de non roux. Enfin, pour moi, c'est pas pour dire que localement, individuellement, il ne peut pas se passer des choses, mais en tant que phénomène social, c'est à mon avis dangereux en fait et trompeur de le mettre au même niveau que le racisme anti-arabe, par exemple. On aura du mal à tomber d'accord, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une approche beaucoup plus universaliste sur ces sujets-là, donc c'est vrai que j'aurais tendance à mettre tout à l'horizontale. Et donc le fait de créer un statut de victime, je dirais potentiel, c'est-à-dire même avant même d'être né, par rapport à un contexte social, pour moi, conforte l'individu dans son statut de victime. Et donc c'est ce statut de victime-là qui lui met des fers aux pieds, plus encore que la réalité sociale dans laquelle il évolue. En tout cas, ça l'aide pas, a priori, à avancer. Et quand j'ai lu l'article donc, de Witt Sisler, je pense qu'on en reparlera encore, la première critique qui est formulée, c'est celle de la vision folklorique des Mille et une nuits, ce genre de choses. Et il nous dit que c'est un scandale parce que dans ces jeux, Prince of Persia, Is No Good, plein d'autres références, finalement, on se retrouve avec la situation où on a une princesse qui est enlevée par un méchant vizir, calife ou autre, et qu'il y a un héros qui va la sauver. Et que donc cette représentation-là contribue à stéréotyper l'arabe comme étant un potentiel méchant, parce qu'il y a un méchant fondamental qui est le vizir, le traître, qui enlève la princesse. Et ouais, finalement, le héros est arabe aussi. Pardon ? Le héros est arabe. Oui, non, mais c'est pour ça que pour moi ça marche pas. C'est-à-dire que, enfin, j'ai pas compris cet argument, parce que finalement on est simplement dans la structure de la princesse en détresse. Alors à ce moment-là, est-ce que Mario est un jeu fondamentalement raciste, sexiste, sexiste. C'est pas exactement le propos de Witt Sisler. Enfin, là pour le coup, je ne vais pas forcément m'associer complètement à Witt Sisler, mais je pense que son propos n'est pas exactement ça. Je pense qu'il faut plutôt le rapprocher du discours de Nicolas Sarkozy, par exemple, qu'on a pu entendre, qui expliquait que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Assez entré dans l'histoire. Assez entré dans l'histoire. Oui, enfin bon, qui faisait pas des constructions de plus de 3 mètres et de plus de 3 étages. Enfin bref, ce genre d'ineptie qu'on a pu entendre pendant un certain temps. En fait, la critique de Witt Sisler est principalement sur le fait qu'on a figé le monde musulman dans une réalité semi-folklorique, semi-historique, et que, en fait, justement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, l'être musulman, l'être arabe, enfin, les deux confondus en même temps, va être d'abord caractérisé par la somme des fantasmes et des représentations préconstruites sur sa civilisation, avant d'être considéré comme un individu égal d'un autre. Si vous voulez, exactement sur le même principe que quand on vous demande de dessiner un bonhomme, à quelqu'un, vous allez dessiner un blanc, mâle, cisgenre, tout ce que vous voulez. Parce que c'est la définition du héros. C'est la définition du personnage par défaut que vous allez voir dans une fiction. Est-ce que c'est parce que c'est pas le plus facile à faire aussi ? Le plus facile. C'est vrai, mais pourquoi est-ce que c'est le plus facile ?
Alors, pareil, hein, je pars sur la production comment dire, dans le jeu vidéo. Quand on fait un mesh d'un personnage, ou même plutôt, je vais plutôt me mêler en 2D, comment dire, faire un homme avec un crâne, on va dire, chauve, et avec, on va dire, un jean et un t-shirt blanc, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, de plus rapide à faire quand on fait un croquis. Donc il y a aussi cette, comment dire, ce besoin de synthétiser les choses le plus rapidement possible et d'aller dans le moins de détails possible. Si je dois faire un personnage et je me dis que je vais faire une femme en premier, eh ben, il faut que je lui donne les attributs de la femme qui sont, on va dire, plus complexes à faire. Mais c'est pas naturel, ça. Ce que je veux dire, c'est que le fait de considérer que le fait d'avoir des seins et des hanches d'une certaine forme soit plus complexe à faire que d'avoir des hanches d'une autre forme. Il y a plus de traits à faire. C'est vraiment, je suis vraiment très Mais je pense qu'il y a plus de traits à faire parce que tu n'as pas besoin de les faire, parce que par défaut, quand tu ne les fais pas, tu as un homme blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense que la raison pour laquelle c'est plus difficile de représenter une femme ou de représenter un noir, alors qu'au fond, fondamentalement, tu changes une couleur de peau, c'est parce qu'on a le besoin, quand on veut se distinguer, qu'en fait, on a besoin de distinguer par des signes additionnels le fait que cet individu n'appartient pas à la catégorie par défaut, qui est l'homme blanc, mais appartient à une autre catégorie dont on a besoin de porter des marqueurs dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une intention raciste dessus. Je suis en train de dire que l'inconscient de base va considérer que si jamais on ne donne pas une précision, alors c'est l'élément dominant par défaut. Exactement de la même façon que quand vous faites un site en HTML, votre navigateur a un comportement par défaut pour certains éléments. Je suis d'accord avec toi, et pour faire une réponse de Normand, mais il ne faut pas être raciste non plus, je pense que c'est la somme des deux en fait. Il y a tout le côté en fait, comment dire, de notre ensemble de connaissances qui nous dit que l'homme blanc c'est l'homme par défaut, et de l'autre côté, voilà, et il y a aussi, enfin vraiment de manière très terre à terre, c'est plus rapide à faire. Enfin, je l'ai vu parce qu'on a déjà eu en fait ce débat en interne dans les entreprises où j'ai été avant. Débat pour rigoler, pour voilà, c'est vraiment juste pour pouvoir en discuter. Et ben, au final, on m'a montré par A plus B que c'était plus rapide à faire parce qu'il y a forcément moins de détails. Alors, excuse-moi, et c'est rarement un homme, on va dire, très grand ou très musclé. C'est vraiment un corps, on va dire, très très moyen, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide à produire. Par contre, l'argument de la facilité, sur pas mal de points, je le trouve assez vicieux, parce que si on élargit le propos, on pourrait dire, oui, par exemple, dans tel contexte, pour des raisons narratives, symboliques, on va plus facilement identifier que si on lui met, par exemple, un turban, on va l'identifier comme ennemi. Du coup, on va gagner du temps parce qu'on n'aura pas besoin, on aura moins besoin de faire de feedback ou de donner des éléments pour caractériser l'autre comme ennemi. Ça va se faire tout seul. En gros, le problème, c'est qu'on a... Ça, c'est des logiques de game design qui sont réelles. Oui, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. En fait, si je peux terminer, c'est-à-dire que on a du coup un stéréotype, on a conscience que les gens ont un stéréotype, on se dit du coup ça va faciliter à identifier ce stéréotype, et il y a ce qu'on appelle un cercle vicieux, il y a une rétroaction positive, c'est du fait que ça devient la règle, ça renforce forcément le stéréotype. Et donc ça ne changera jamais, absolument pas. Et c'est pas parce que c'est plus simple que c'est bien. Enfin, si ton discours c'est de dire que le jeu vidéo contribue à la simplification et au renforcement de certains stéréotypes parce que ça crée des faisceaux sémiotiques qui font que le joueur comprend ce qu'il a à faire dans le jeu, enfin, c'est une évidence. Et à ce moment-là, le game design, le jeu vidéo lui-même, d'un point de vue presque essentiel, porte des discours qui sont simplistes. Parce on est dans des logiques performatives, dans 90% des jeux, et le joueur il doit comprendre instinctivement ce qu'il doit faire le plus rapidement possible. Et donc le discours complexe, il est souvent sous-jacent. On peut le critiquer, on peut le considérer que c'est une mauvaise chose. Ça pourrait être pour n'importe quelle catégorie. En fait, ça pourrait être pour n'importe quelle catégorie. Ah oui, voilà, c'est ça aussi. Les stéréotypes, on les retrouve à tous les niveaux. C'est pour ça que je suis un petit peu gêné avec cette sortie de Wittstissler, qui dit bien, voilà, le schéma du vizir qui enlève la princesse, ça renforce le stéréotype des notions de cruauté et de barbarisme arbitraire qu'on retrouve dans les sociétés arabo-musulmanes. Et je dois avouer que là, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on part d'un stéréotype qu'on retrouve dans tous les jeux vidéo, quel que soit le contexte, Mario, Zelda, les premiers, et parce que c'est dans un contexte islamo-arabe, on considère que c'est victimisant et que c'est dégradant. Et après, le statut de victime fait qu'on va justifier un discours où il y a simplement une inversion de paradigme
C'est-à-dire que, notamment, on va dire que Under Siege, je pense qu'on va en parler un moment ou un autre, c'est Tony Fortin qui finit son article sur les cahiers du jeu vidéo en disant c'est un étendard politique. Ouais. Voilà, donc pour faire simple, Under Siege, c'est un jeu qui est sorti en 2006 qui met en scène les joueurs durant la deuxième intifada, où on joue par différents personnages palestiniens avec des centres d'intérêt différents, des objectifs différents. Ça, c'est assez intéressant justement de voir les différents points de vue qu'il peut y avoir, mais où fondamentalement le méchant c'est l'Israélien et où il n'y a pas trop de discours critiques par rapport à ça. Et finalement on se retrouve dans la version de paradigme, c'est-à-dire que le premier jeu où on met en scène un arabe, c'est Southern Command en 1981, où là on a 2-3 pixels qui le représentent, et où le jeu c'est bon, on dirige les gentils israéliens, il faut tuer les méchants arabes. Ça c'est en 1981. Et finalement, en 2006, on inverse le paradigme et on le justifie parce que il y a un statut de victime. Et on dit c'est un étendard politique. Et je suis assez gêné par rapport à ce discours-là. Comme moi, j'étais profondément choqué par un film comme Avatar, où je considère qu'on est simplement dans le racisme à l'envers, et où on sacralise une race supérieure qui est celle des navis, et où on a un discours hyper misanthrope qui nous explique que toute l'humanité est raciste, et où finalement on est dans des stéréotypes qui sont simplement retournés. Sur la question de Under Siege, donc effectivement c'est un jeu, je crois, syrien d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Oui, syrien. Syrien. Moi je le trouve intéressant, même si effectivement il n'échappe pas à la critique que tu as soulevée, avec laquelle pour le coup je suis assez d'accord. Il est intéressant parce que malgré tout, le propos, c'est pas on va aller buter tous les soldats israéliens. En fait, on a un certain nombre de personnages qui ont des avis différents, dont l'objectif c'est soit de survivre, soit de passer. Même qui peuvent collaborer. Voilà, il y en a qui sont plutôt pour une stratégie donc ça illustre quand même en fait une facette d'un point de vue quasiment documentaire. Ça illustre quand même quelque chose qui est très simple, que je pense qu'on connaît un peu tous, mais que finalement beaucoup de gens vont méconnaître, qui est que non, le Palestinien, c'est pas juste un mec qui a une ceinture d'explosifs autour qui est prêt à te faire sauter au moindre problème. C'est avant tout quelqu'un qui a une vie, qui essaie de survivre dans un environnement qui est difficile. On peut discuter après de la responsabilité de son propre gouvernement, de la responsabilité de l'État d'Israël. Bon, je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord là-dessus. Mais toujours est-il que ça montre au moins la multiplicité des destins et le fait que ce sont des êtres humains et qui se réduisent pas précisément aux stéréotypes dans lesquels un jeu comme Call of Duty 4 va précisément réduire l'arabe, qui est simplement un soldat une sorte de milicien dangereux qu'il faut exterminer. Alors, je vais rebondir là-dessus sur Call of Duty, parce qu'on fait un procès à ce jeu-là, parce que c'est le plus connu. Call of Duty 4 Modern Warfare, c'est Modern Warfare 1, en fait. Et on se rend compte très très vite, en fait, déjà même dans le 1, que les Arabes qui ont l'air d'être l'ennemi dans cette histoire-là, en fait, sont qu'un écran de fumée. Ce ne sont pas du tout le premier ennemi, c'est une guerre vraiment de proximité, c'est quelque chose de très local en fait, le conflit avec les Arabes dans Modern Warfare, même dans le 1 en fait. Et plus on avance dans l'histoire du 1, 2, 3, parce que pour le coup j'ai fait les 3, plus on se rend compte que c'est un conflit, on va dire déjà global, parce que le 3 se termine quand même sur la guerre mondiale, et qui vient en fait de la folie d'un seul homme qui monte les pays les uns contre les autres. Et donc ce pays arabe est le premier qu'il a réussi en fait à embrigader dans un début de guerre. Ensuite, ça a été la Russie. Voilà, il y a vraiment eu un peu de tout ça. Et comment dire, l'idée sous-jacente, c'est juste que ça a été très simple pour lui de prendre ce premier pays pour le manipuler. Parce que parce qu'on est je crois Call of Duty, on est en 2006-2007, et si on se cale un petit peu sur notre timeline à nous, c'est quand même une période qui reste encore assez chaude pour ces pays-là. Donc ils ont été facilement manipulables. Et une fois que ça a commencé à avancer un petit peu, on se rend compte que c'est la Russie qui est facilement embrigadable dans ce cas-là. Regardons un petit peu ce qui se passe dans notre histoire en ce moment. Voilà. Peut-être que dans 10 ans, il y a une petite guerre mondiale. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas du tout le cœur en fait, dans cette licence-là. Je veux juste rétablir un petit peu là-dessus. On l'utilise un petit peu comme stéréotype. J'ai envie de dire certes, mais il y a un concept très simple, mais qu'on n'entend pas assez souvent, c'est la différence. D'ailleurs, je vais vous poser Prince of Persia. Est-ce que, pour vous, c'est islamophobe ou anti-arabe, en étant très flou, simplement? Vous diriez quoi? Moi, je dirais non, parce que c'est le héros. Parce que comme un héros est dans cet univers-là,
même si on utilise des stéréotypes ou des choses comme ça, c'est pas plus stéréotypé pour moi, pour le coup, que ce soit GTA ou d'autres choses où on est dans un monde américain qui est très très stéréotypé, mais c'est pas comment dire, ça porte pas de jugement. Je vais prendre un autre exemple qui nous servira pour la conférence d'après, et vous avez le droit de répondre juste par oui, par non. C'est chiant sur ces questions-là, je sais. Ou alors, Joker. Oui, mais attends, oui. À la même question, je te dirais que c'est autant islamophobe que God of War est spartiatophobe, quoi. Voilà, Peut-être que l'autre exemple va être plus parlant. On parlait tout à l'heure de Mario et de sexisme, justement, c'est Super Mario. Est-ce que c'est sexiste ? Et spontanément, maintenant, la tendance va dire oui, c'est vrai, il y a un certain nombre de débats. Et moi, j'aurais envie de dire non, exprès, et je vais vous expliquer pourquoi, bien que je combatte toutes les formes de discrimination. En fait, c'est la distinction entre occurrence et récurrence. C'est-à-dire que quand on dit en fait d'un jeu qu'il est quelque chose en regardant simplement ses propriétés, en le regardant de manière isolée, on ne peut rien en dire, si ce n'est on peut faire que répéter ce qui a été écrit. Et en soi, ça n'est pas sexiste. Ça, c'est sexiste à partir du moment où on en fait une loi, à partir du moment où, sur par exemple des milliers de jeux, on remarque que 90% d'entre eux indiquent un certain nombre de schémas qui sont toujours les mêmes. C'est vrai des femmes, c'est vrai par exemple du coup de la représentation de l'islam. Or, on sait que ça induit des croyances chez les gens, c'est-à-dire qu'avant même de rencontrer les gens, de faire la rencontre de l'autre, on a déjà des croyances qu'il est très difficile de déconstruire. Et donc on arrive sans l'avoir rencontré avec déjà des connaissances qui n'en sont pas en l'occurrence, qui sont des clichés insultants. Moi, ça me révolte profondément. C'est surtout la question de la récurrence. C'est pour ça qu'effectivement, un jeu qui produirait un contre-discours, il n'y aurait plus que des jeux qui diraient le contraire, ça deviendrait une nouvelle forme de fascisme pour moi, une nouvelle forme de discrimination. C'est une question à l'échelle sociale, on regarde les discours qui sont produits. Si on remarque qu'il y a une anormalité statistique significative, on se dit qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se jouer. Enfin, il y a d'autres statistiques après qui sortent dessous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 150 jeux qui vont répéter le même schéma, mais s'ils se vendent à 150 exemplaires chacun, ça n'a aucun impact. S'il y a un jeu qui va se vendre à 30 millions d'exemplaires avec... Oui, sauf que ce sont les jeux les plus vendus qui ont souvent ces discours les plus stéréotypés, de fait. Et de fait, ça se renforce, parce qu'effectivement, il y avait un discours de Chomsky dans lequel il expliquait, c'était dans une conférence, il disait, alors c'était à l'époque de Saddam Hussein, il disait, si je commence par vous dire l'Irak a une dictature, dans un discours, j'ai pas besoin de m'expliquer. Tout le monde aura compris ce que je veux dire. J'aurais pas besoin de passer une demi-heure à expliquer pourquoi l'Irak a une dictature. Tout le monde sait que l'Irak a une dictature parce que ça fait partie de nos présupposés anglais. Si je commence à dire les États-Unis sont une dictature, ce qui n'est pas forcément le point de vue que je défends, je vais passer pour un fou. Il me falloir 20 à 30 minutes d'explications poussées pour essayer d'expliquer pourquoi je considère que la politique intérieure et extérieure des États-Unis en fait une dictature. Et en fait, effectivement, on va retrouver ce phénomène-là avec le jeu vidéo, mais avec tous les produits culturels. Un produit culturel qui est basé sur un stéréotype ancré va avoir un pouvoir de pénétration immédiat. Un produit culturel qui va à l'encontre de ces stéréotypes aura besoin d'un énorme effort de publicité, d'explicitation, qui du coup, de pognon en fait investi, pour arriver à passer. Et du coup, certes, donc on peut dire effectivement tels jeux sont pas racistes, ils font que finalement refléter un état d'esprit, machin, ils s'inscrivent dans un domaine. Ils sont simplistes. Voilà. Ils sont plus racistes, ils sont simplistes en fait. Comme Mario est simpliste, il n'est pas sexiste. Voilà. Mais du coup, de par leur simplisme, le vide politique qui est laissé par leur absence de discours est rempli par le préjugé ambiant sur la situation. C'est exactement comme quand quelqu'un vous dit « mais moi je ne fais pas de politique, moi je suis apolitique, moi je ne m'intéresse pas à ces questions, elles ne sont pas politiques ». En fait, ce qu'il veut dire simplement, c'est sur ces questions-là, je vais donc me contenter de reprendre les points de vue qui sont dominants dans la société à un moment donné. C'est la théorie de si on est apolitique, on est conservateur. Non, si on est apolitique, on est pour le statu quo. Les conservateurs sont statu pour le statu quo. Alors ceci dit, je voudrais quand même donner une petite note positive, c'est que justement pour faire quand même la comparaison, c'est qu'il existe des domaines de jeu dans lesquels en fait la production n'est pas du tout ou très très peu en comparaison porteuse de ce genre de stéréotypes. Donc je vous avais dit en intro que moi je suis assez wargamer. En fait, dans le domaine du wargame historique, en fait, on a une situation qui est beaucoup plus équilibrée, même si elle n'est pas parfaite depuis longtemps. Donc pour l'exemple que vous connaissez tous, j'imagine, c'était l'exemple de Civilization, auquel vous avez peut-être tous joué quand vous étiez petit.
Bon, Civilization 1 ne proposait pas de jouer un arabe, donc il n'y avait pas de possibilité, ni même aucun musulman, je crois. Puisque, on pouvait jouer Shaka, le prince des Zoulous, ce qui était déjà pas mal. C'était beaucoup moins européano-centré déjà que ce qu'on a pu voir par la suite. Et ensuite, Saladin est arrivé à peu près au niveau de l'opus 3, je crois. On doit pouvoir jouer Saladin à partir de Civilization 3. Et en fait, les civilisations sont symétriques. C'est ça qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que vous avez des légères différences de gameplay, mais qui sont selon que vous avez décidé de jouer les Arabes, les Allemands, les Français, les Chinois, mais ça n'aura pas vraiment d'influence sur votre façon de jouer. On ne va pas vous dire qu'il y a un bon camp et il y a un mauvais camp. Et en fait, il y a beaucoup de jeux historiques pour lesquels c'est le cas, et même sur des sujets très brûlants. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément tous d'accord avec moi, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué à Labyrinthe. Labyrinthe, c'est un wargame plateau à la base, qui a été porté ensuite via Vassal dans le monde du jeu vidéo, dans lequel vous avez deux camps. Vous pouvez jouer soit les Américains, soit les djihadistes. En fait, quand vous jouez djihadistes, vous jouez vraiment Ben Laden. Enfin, c'est pas la question de savoir, vous avez d'ailleurs des cartes avec la carte Ben Laden et différents autres leaders d'Al-Qaïda. Le jeu est symétrique et le jeu est extrêmement bien fait par certains aspects, je trouve. C'est que il ne cherche à enjoliver les actions d'aucun camp. Il ne cherche pas non plus à porter un jugement moral sur eux. Il cherche à donner des mécanismes logiques. Genre par exemple, je vais faire un attentat aux États-Unis parce que ça va me permettre de récupérer, je vais récupérer de la popularité dans tel endroit, je vais récupérer des fonds, ça va m'aider pour la suite de ma quête et ainsi de suite. Quand les États-Unis peuvent envahir n'importe quel pays, il n'y a pas de jeu militaire, ils envahissent le pays, ils gagnent, point barre. Ils foutent leurs armées, ils choisissent leur gouvernement et ainsi de suite, mais ça déstabilise un peu la région, c'est ça le problème. Il n'y a pas de question de savoir c'est bien, c'est mal, etc. C'est juste que là, il y avait une menace par rapport à leurs intérêts géopolitiques. Ils y vont. Ils liquident le régime qui présentait une menace pour eux, et puis ils redistribuent un petit peu les cartes dans la région, et puis ils ont un coût politique par rapport à ça, et ainsi de suite. En ce qui concerne les discriminations hommes-femmes, moi, je ne sais pas si vous lisez SMBC, par exemple. Je fais un petit sondage sur la salle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent The Saturday Morning Breakfast Cereals ? Donc c'est un webcomic américain qui, à mon avis, contre complètement l'argument de la facilité. Dans ce webcomics, il se passe des tas de trucs. C'est plutôt un truc un peu geek, un peu scientifique, et ainsi de suite. Mais les couples sont alternativement homosexuels, hétérosexuels, d'une histoire à l'autre, sans que ça ne change rien. Les blancs, les noirs sont allègrement mélangés. Les femmes et les hommes jouent des rôles complètement interchangeables d'un point à l'autre. Et ça ne pose aucun problème, ça n'engendre pas de difficultés supplémentaires à l'écriture, et ça ne pose aucun problème à la lecture. Donc il est possible, en fait, sans trop faire d'efforts démesurés aussi, de proposer des jeux, des œuvres de fiction dans lesquelles on ne rentre pas dans ce stéréotype. Le problème, c'est que là, on va rentrer en contradiction avec la question de la pénétration commerciale que j'évoquais tout à l'heure. C'était ce que j'allais dire, parce que on a eu un pourcentage très faible de personnes qui connaissaient. Il y a quelque chose de très violent. Là, je vais donner quelques exemples. Un qui vient du cinéma, sur comment les stéréotypes peuvent être très violents. Par exemple, on a différents rôles au cinéma. Alors maintenant, on les appelle par exemple un certain nombre d'acteurs, les acteurs ou les gens issus de la diversité. Enfin, les noms changent en fonction des contextes, mais peu importe. Donc ces gens, comme toute personne, alors c'est inspiré un peu de l'existentialisme qui se pose comme projet, ça n'empêche pas d'être marxiste, c'est-à-dire de prendre vraiment en compte, il y a des déterminations socio-économiques, mais pour le reste, en fait, un certain nombre de choses, on n'est pas déterminé par notre couleur de peau, par le sexe, au sens où on devrait être un projet. Et du coup, ces jeunes acteurs ont envie de jouer un certain nombre de rôles parce qu'ils veulent faire du théâtre ou du cinéma. Et il y a quelque chose d'ambiant qui est assez malsain, c'est que vu qu'on a des rôles stéréotypés, vous êtes français issu de la diversité, très souvent, on va vous dire « Ah oui, vous allez pouvoir faire le rôle de l'immigré qui a du mal à s'intégrer ou de l'immigré qui s'est intégré ». Et à tel point qu'on qualifie ce qu'on appelle les rôles de blanc, en gros, ça veut dire c'est les rôles pas connotés. Cette idée, donc, que si vous êtes issu de la diversité, vous êtes contraint pour tout un tas de raisons qui peuvent être commerciales. Encore la facilité, parce que ça fait un peu bonne conscience, justement. Enfin, un réalisateur justement issu de la diversité, lui, va pouvoir parler des problèmes d'immigration, alors qu'il a peut-être envie de parler de plein de choses. Et en gros, il y a plein de gens, d'acteurs de ces milieux qui peuvent vivre ça comme une véritable violence. C'est-à-dire que c'est l'autre qui, par son stéréotype et son préjugé, veut nous donner une identité. C'est-à-dire que moi, j'arrive, supposons que je sois issu de la diversité,
je trouve l'expression drôle. Je ne me pense pas comme blanc, je ne me penserai pas comme noir. C'est pas quelque chose qui me déterminerait. Enfin, je regarde les gens pour ce qu'ils sont, et l'autre va me dire il va sans cesse me rappeler soit d'où je viendrais, ce qui est complètement mythifié, ou sous ma couleur de peau, ou ce genre de choses. Mais le discours est aussi dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va parler du phénomène du privilège blanc et on va te renvoyer justement à l'idée que tu es blanc et que ça te donne des privilèges d'un point de vue sociétal dont tu ne te rends même pas compte puisque tu fais partie de la case des dominants. Je le sais parfaitement. Mais pas parce que tu es blanc. Cette opposition a été pas mal dépassée, je pense, par Bourdieu dans son bouquin par exemple dans sur la question féminine, où il explique très bien que le dominant peut être victime de la domination, ce qui n'empêche pas qu'il est quand même le dominant. C'est-à-dire que, effectivement, moi en tant qu'homme, par exemple, viril et tout, je suis astreint à un certain nombre de rôles, tant que je ne les remets pas moi-même en question, qui sont issus de ma domination. Je suis censé aller m'occuper de certaines tâches qui sont considérées comme des tâches physiques et ingrates. Aller à la chasse. Ouais, je suis censé pas pleurer quand je vois un film, quand je vois une comédie romantique, ce genre de choses. Effectivement, de ce point de vue-là, je suis un peu victime de ma domination. Enfin, quand même, fondamentalement, c'est moi qui touche mieux, c'est moi qui ai les meilleurs boulots et c'est moi qui ai les meilleures places dans la société. Donc, on peut retourner les arguments, c'est possible, c'est toujours possible en fait. Je veux dire, à la limite, en cherchant bien, on pourrait même probablement trouver un nazi qui était martyrisé par un juif si on descend suffisamment loin. Mais quelque part, il faut quand même garder le contexte à un moment donné qu'effectivement, la domination, elle est quand même à un moment dans un sens. Et en tant que blanc, les possibilités qui s'offrent à moi, si je veux faire une carrière dans tel ou tel domaine, peut-être que je vais encourir certaines limitations, je vais avoir plus de mal à jouer un rôle de noir, par exemple. Mais dans l'ensemble, j'aurais beaucoup plus de possibilités, de diversité de possibilités qui me seraient offertes que si j'étais d'emblée caractérisé comme le gros, le noir, la femme, l'arabe, enfin ce que tu veux. Alors, je voulais juste répondre sur deux choses. Déjà, si tu peux être blanc et que tu es Robert Downey Jr., tu peux faire un noir et tu peux le faire très bien. Et deuxièmement, en fait, pour revenir sur ce que tu disais sur le fait d'avoir des rôles prédisposés, voilà. En fait, je suis 100% d'accord avec toi dans les médias entre guillemets traditionnels. J'aimerais trouver cet exemple-là dans le jeu vidéo. Je ne le trouve pas. On n'a pas d'exemple de... Non, mais c'est très différent parce que là, effectivement, la question des acteurs se pose de manière différente. Je sais, mais c'est pour ça que je voulais revenir pour recentrer aussi sur le jeu vidéo, qui est que, en fait, de par la nature de notre média, on est affranchi de cette problématique-là. Ça dépend parce qu'il y a encore, dans la manière de gérer un récit, on est encore assujetti dans le jeu vidéo assez souvent au système de narration, de doublage, par exemple. Et typiquement, on peut se retrouver dans des stéréotypes de doublage de voix d'acteurs noirs, par exemple, et qui vont être des occurrences assez importantes justement dans le jeu vidéo. La voix d'Eddie Murphy, typiquement, on va l'entendre 15 milliards de fois. En fait, ça c'est vrai parce que c'est la partie en fait du jeu vidéo qui en fait emprunte aux médias traditionnels. Et si on prend l'art du jeu vidéo qui est le gameplay. En fait, on est complètement affranchi de ça. Donc, c'est pour revenir un petit peu là-dessus, dans le jeu vidéo, on a ça et on a nos problématiques actuelles. On parle par exemple, de représentation du monde arabe et de l'islam, parce qu'en fait, le public qui va recevoir ce jeu-là est réceptif à ce récit-là. On va prendre dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi des jeux qui ont été créés dans les Émirats et dans le monde arabe, qui dépeignent en fait complètement l'inverse. C'est vraiment... Et toutes les problématiques qu'on a eues jusque-là, de dire que on va prendre un arabe et on va le faire avec juste un kéfier et c'est tout, et comme ça on peut le répliquer fois 1000, en fait ils font exactement la même chose. Mais tout à fait. Certes. Mais... Alors, pour expliquer que la relation aux jeux vidéo par rapport à l'islam et la représentation du monde arabe est juste très, au final très pragmatique. Il y a pas une réelle problématique, c'est juste des problématiques, encore une fois, je reste très terre à terre, de production et de business. Ce qui fait qu'on pourrait faire exactement la même conférence,
sur représentation du monde occidental et judéo-chrétien dans le jeu vidéo créé dans le monde arabe. Alors presque, je dirais presque, parce que quelque part, il y a une culture qui se répand plus à l'échelle de la planète que l'autre. Je suis d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord qu'on pourrait globalement inverser, et que le problème fondamental, il n'est pas qu'il y a des méchants blancs et des gentils arabes. Le problème fondamental, il est que dans une société donnée, il y a des dominants et des dominés. Et donc, effectivement, si vous vous retrouvez dans une société dans laquelle, par exemple, prenez les Coptes d'Égypte, par exemple, dans lesquelles il existe effectivement des minorités qui sont non musulmanes, justement, qui sont, elles, victimes de discrimination, je serais prêt à tenir tout à fait le même discours pour dire, bah oui, je ne connais pas du tout la représentation des Coptes dans les jeux vidéo égyptiens, je ne suis pas sûr que ça existe, mais en disant, dans le reste des médias égyptiens, je pense que la représentation du Copte doit être assez injuste. Bon, je veux bien le croire par transposition. La différence se situerait quand même dans le fait que, en tant qu'occidental moyen, je peux globalement ignorer ce qui se passe aux Émirats arabes unis. Je peux n'en avoir rien à foutre et vivre très bien en dehors de ça. Je pense que si tu es algérien, par exemple, à l'heure actuelle, tu ne peux pas ignorer ce qui se passe aux États-Unis et la représentation du monde que les États-Unis diffusent sur le reste de la planète, ce qui la rend, je pense, du coup, plus intrusive et plus désagréable encore. Je suis d'accord, mais c'était vraiment sur le côté intrinsèque de la problématique et aussi pour recentrer un petit peu sur le jeu vidéo et le fait qu'il y a aussi le côté en miroir, en fait, là-dessus. Oui, je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, des stéréotypes, il y en a à tous les niveaux. Là, je crois qu'il y a le dernier DLC de BioShock qui vient de sortir où on a une image qui représente la France à un moment avec une petite table où on a une bouteille de vin rouge, un croissant, tout le monde mange son croissant en buvant du vin rouge, c'est bien connu en France. La tour Eiffel derrière, la Seine, un bateau avec le drapeau français qui passe. Bon, voilà, on est dans des stéréotypes assez hallucinants. Moi-même, quand je suis parti en voyage de noces au Japon, j'ai voulu prendre une salade dans un resto français, on m'a servi une salade avec un croissant. Voilà, je me disais, les pauvres Japonais qui doivent se dire qu'on a vraiment des goûts bizarres. Effectivement, le croissant avec la salade, je vous le déconseille, ça ne va pas du tout ensemble. Mais donc, et finalement, donc, on a des stéréotypes partout. Kratos, c'est un stéréotype qui est insupportable, de brutasse, le corps huilé en slip, et ça ne choque pas. Alors, juste pour dire, là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est un stéréotype à 100%, mais il sert le gameplay. Il sert le gameplay et l'ambiance complètement donnée qui est extrêmement viscérale. Mais quand je dis ça, moi, c'est pas forcément critique. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que ces choix-là aussi sont faits pour servir le gameplay. Je suis bien d'accord. Et finalement, la différence donc, de discours qu'on peut avoir sur le sujet, c'est par rapport à la situation de l'industrie, du fait qu'il y ait une force de frappe de l'industrie américaine et donc pour véhiculer des représentations extrêmement puissantes. Et d'autre part, qu'il y a une situation qui serait de dominé-dominant. Bon, là, il y a un discours dans lequel je ne me retrouve pas, mais qui peut, que vous défendez de manière assez cohérente. Je dirais que le problème derrière ce discours, finalement, c'est que moi, j'aurais tendance à pouvoir imaginer qu'il faut avoir autant d'empathie pour le nazi qui a été persécuté par un juif que pour quelque autre victime dans le monde. Mais l'empathie n'est pas... Pour moi, le problème, c'est qu'on n'était pas sur le même niveau, sur la même logique de réflexion. L'empathie, pour moi, n'est pas un moteur d'analyse historique. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut exister des tas de tragédies personnelles dans tous les milieux, dans tous les endroits différents. C'est pas ça qui va servir de boussole, à mon sens, qui peut servir de boussole à une représentation du monde de nature à fonder une action politique. D'accord ? Bien évidemment, dans tous les camps, tout partout, on va trouver de la souffrance, on va trouver des victimes à titre individuel et ainsi de suite. Après, si tu veux, quand tu te poses la question, je sais pas, en 1860, de savoir si, sous prétexte qu'il y a peut-être 4 ou 5 blancs qui ont un jour été lynchés par des noirs à un moment où ça tombait, comme ça, le combat principal, c'était pas, dans un premier temps, d'abolir l'esclavage et de fonder l'égalité en droit entre les blancs et les noirs, ça serait absurde. Donc ce que je veux dire, c'est que le discours consiste à dire, il existe des stéréotypes dans tous les sens, oui, certes, mais ils n'ont pas tous la même portée politique et sociale. Et la hiérarchisation des discriminations n'est pas une hiérarchisation des victimes. Il ne s'agit pas de nier la souffrance des victimes de discriminations qui n'ont pas de portée politique, mais de considérer que les problèmes politiques à résoudre à un moment donné sont ceux qui sont liés à une grande quantité d'individus étant victimes de façon structurelle de la domination et des conséquences qui en découlent d'une autre partie de la population. Donc, typiquement, il existe à l'heure actuelle des minorités arabes, noires, etc. en France, une minorité copte en Égypte, et ainsi de suite, qui sont victimes de discrimination. Et le fait de mettre ces discriminations-là à égalité avec des tragédies individuelles
est à mon sens une façon de ruiner par avance toute tentative de fonder en légitimité le combat politique qui vise à annuler ces discriminations. Alors, on va devoir passer la parole au public, parce qu'on va manquer de temps, c'est toujours pareil. Voilà. On a encore plein de choses à dire, mais j'imagine que les gens ont des questions et il va y avoir un micro qui va circuler. Bonjour à tout le monde. Je tiens à me présenter, je m'appelle Omar, je suis marocain, arabe. Je suis là aussi. Je suis musulman et je suis un pur gamer aussi. Et je tiens à vous remercier d'avoir choisi un sujet pareil qui parle des musulmans, du monde arabe, des musulmans et autour des jeux vidéo. Moi, j'ai une question, c'est que, et vous avez parlé tout à l'heure de ça, c'est que pourquoi les développeurs, les game designers et tous ceux qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, ils tâtonnent à chaque fois et ils attendent que un émir ou quelqu'un d'important du monde arabe ou toute la population crie au scandale pour faire un fixe ou un update, et pourquoi pas chercher dès le début et savoir ce qu'on met dans le jeu, parce que j'ai l'impression qu'ils ne cherchent pas, comme tout à l'heure quand on a parlé de Allahu Jamil Yuhibbul Jamal, Dieu est beau et aime la beauté, et ils l'ont mis ils l'ont mis dans une salle de bain et tout le monde a crié au scandale. Ça a fait un boucan pas possible. Et en fait, pourquoi on attend que les gens crient pour faire des updates et des fixes, et pourquoi pas aller chercher et savoir ce qu'on met dans le jeu? Alors, je vais peut-être te choquer dans ma réponse, hein, mais bon, ça fait partie du débat. C'est pas grave. A priori, il n'y a pas à faire ce travail-là. C'est-à-dire que la création, en règle générale, à partir du moment où elle n'est pas fondamentalement, je dirais, raciste intentionnellement, elle ne doit pas prendre des précautions dans ce qu'elle veut, ce qu'elle veut dire. Sinon, on est dans l'autocensure permanente. Enfin, c'est un petit peu le slogan de quand on lance Assassin's Creed, où on essaie de prendre des précautions. Toutes les communautés ont participé à ce jeu, comme si ça prévalait de quoi que ce soit. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on est d'une communauté particulière et donc on ne peut pas dire du mal de telle ou telle chose. Parce qu'on est arabe, on ne peut pas dire du mal de l'islam ou autre. Un discours essentialiste très anglo-saxon qui, moi, me déplaît énormément. Non, je ne pense pas qu'il y ait ce besoin-là. Ou alors, ça voudrait dire qu'on doit faire des jeux vidéo halal. C'est ça l'idée. Non. Non. Juste pour, je vais pour recentrer dessus. Je pense plutôt que la question c'était, puisqu'on sait que potentiellement il peut y avoir des problèmes, on fait attention à ce qu'on va mettre dans le jeu. Et je vais dire pourquoi est-ce que c'est pas fait. Parce que au niveau de la production, ça prend plus de temps. Et moi personnellement, j'ai pas le budget. Donc je vais demander à un de mes graphistes de me prendre un truc qui est joli. Il me faut un truc en arabe qui est joli. D'accord, et le mettre dans mon jeu. J'ai pas le temps de prendre tout ce que j'ai comme asset, comme graphe, où il y a des textes en arabe, et l'envoyer à quelqu'un pour me le relire et me dire si c'est bien ou pas, et si c'est, pour prendre un autre exemple, il y a un humoriste pakistanais qui se moque de ça dans Call of Duty, il y a un niveau au Pakistan. Et en fait, c'est pas du tout écrit en pakistanais. C'est pas le langage du Pakistan. Le mec a dit ça leur prendrait mais très peu de temps de savoir que le texte qu'ils ont utilisé, en fait, sur les devantures, un petit peu partout, c'est pas le langage du Pakistan. Et il a dit bon, moi au final, je suis prêt à renier toute mon histoire et toute ma famille pour jouer à Call of Duty, donc je m'en fous. Mais au final, c'est juste des problématiques de production. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit sur Assassin's Creed. Pourquoi est-ce qu'ils mettent qu'il y a des gens de plein d'origines qui ont travaillé sur ça? Parce que c'est un jeu qui se passe on va dire, selon les différents Assassin's Creed, dans des endroits très cosmopolites. Ce qui fait que, ou surtout très différents, plutôt ce que je veux dire, c'est plutôt très différent. Ce qui veut dire, vu qu'on a des gens de plein de parties, ça veut dire qu'on a entre guillemets, ça soulève d'une expertise dans le domaine dont on va traiter. Par exemple, si je fais un jeu sur le judo, si je fais un jeu sur le judo, eh ben c'est beaucoup mieux quand je dis ouais, j'ai David Douillet qui a travaillé dessus. Il ne faut pas forcément être judoka. En fait, quand je dis que j'ai un expert en judo dedans, ça donne plus de poids à mon jeu. Assassin's Creed, c'est historique. J'ai des gens de plusieurs points de vue. En fait, ça donne un peu. Je schématise. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, la problématique du temps, elle est réelle. En fait, en principe, les jeux, vous vous rendez compte, balancent plein d'erreurs historiques dans tous les sens.
Il y en a qui font réagir, il y en a d'autres qui ne font pas réagir. Donc je pense qu'il y a quand même cet aspect-là qu'il ne faut pas non plus le négliger. Moi, le nombre de jeux historiques où j'avais envie de me taper la tête, je suis un grand consommateur, où j'avais envie de me taper la tête contre le mur parce que je voyais des inepties sans nom, bon, c'est normal. Et donc effectivement, le truc c'est que du coup, il existe des gens, quand même, malgré tout, dont c'est un peu le fond de commerce. Et j'ai envie de dire dans les deux camps. C'est pour ça que je voudrais un peu compléter, c'est que ça se voit peut-être moins dans le jeu vidéo, mais ça s'est vu quand même beaucoup dans la presse, dans d'autres œuvres dans d'autres genres fictionnels. Il y a des gens qui vont aussi laisser passer volontairement des erreurs, à but provocatif, en se disant ça va faire un peu le buzz autour de ça. Si vous voulez, pour donner un exemple qui est un petit peu différent, mais qui va peut-être vous montrer que c'est dans beaucoup de domaines qu'on retrouve ça. Moi, je suis dans la recherche. Dans la recherche, maintenant, on a un système d'évaluation dans la publication. Et au nombre de fois où on est cité par rapport aux publications qu'on a fait. Donc du coup, si vous sortez un papier qui est vraiment merdique, dans lequel vous allez, disons qui est suffisamment bien écrit pour être publié, mais dans lequel vous allez défendre une thèse qui est violemment contestable, vous allez faire monter votre popularité. Même si c'est des papiers qui vont vous citer pour dire que vous dites de la merde. Quelque part, votre indicateur bibliométrique va monter. Et ça ressemble vachement à la question de la commercialisation. Ça parle autour d'un jeu, même pour en dire du mal. Il y a des gens qui vont le voir, il y a des gens qui vont l'acheter. Oui, c'est un des premiers principes de marketing. Vaut mieux une mauvaise communication que pas de communication du tout. Je voudrais revenir aussi sur la question. Je pense que jusqu'à récemment, les gens qui devaient s'occuper des jeux s'en foutaient de ces questions-là parce que les populations concernées n'étaient pas un marché potentiel. Tout simplement. Je pense aussi qu'il n'y avait pas spécialement de gants à prendre puisqu'il n'y avait pas d'interaction mercantile avec ces gens-là. Oui, c'est un marché qui n'existait pas, je pense, jusqu'à... Pour vous donner un exemple très très con, en Tunisie, vous allez pouvoir aller trouver, par exemple, acheter une console qui vient de sortir, vous allez passer par une enseigne spécialisée étrangère qui est implantée dans le pays, typiquement en Carrefour par exemple. Vous allez acheter votre console et il n'y a plus d'apport de jeu après, c'est-à-dire que dans une enseigne française implantée en Tunisie, ils n'ont pas d'autre choix que de vendre plein de CD gravés qui sont à côté, affichés et vendus de manière officielle. C'est un marché qui n'existait pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait. Je pense que c'est ça. Je dirais deux choses du coup. Pour poursuivre ce qu'a dit Mehdi, c'est une époque révolue puisque maintenant justement il y a des cibles potentielles. C'est-à-dire là-bas on y vend des jeux vidéo, y compris des jeux occidentaux, et qu'un certain nombre de gens sont concernés dans nos pays. Donc raison de plus, il faut mettre des gants, c'est-à-dire que faut être vigilant, sans tomber dans la censure et la bien-pensance, parce que ça c'est aussi un fascisme, l'autocensure et la bien-pensance, pas de problème. Il faut essayer de faire le maximum pour avoir un discours critique, avoir conscience de la portée de son message, avoir conscience qu'il est reçu et qu'il va être interprété. Alors c'est sûr, on peut pas. Il est infini ce travail. Il faut faire un travail raisonnable. Des fois, on laissera passer des choses, on fera des patchs. L'important, évidemment, c'est de ne pas se laisser systématiquement aller à la facilité, parce que l'argument de la facilité, à ce régime-là, il peut absolument tout légitimer. La facilité, pour moi, ne va pas, ça va pas faire que je ne vais pas blâmer tel ou tel auteur. Et pour continuer ce qu'a dit Mehdi, y compris quand, même dans les cibles potentielles, il n'y a pas, par exemple, alors là on parlait des Arabes, supposons qu'il n'y ait pas d'Arabes dans les cibles, il y ait tout le monde sauf les Arabes, je trouve ça tout aussi condamnable, pour la raison invoquée tout au début de la conférence, parce que justement, en livrant des stéréotypes à ces personnes, et c'est là qu'il y a une différence pour moi entre les blagues sur les blondes, qui sont, je suis complètement d'accord, des blagues à l'encontre des femmes. Donc il y a une différence entre les blagues sur les blondes et les blagues sur un certain nombre d'individus. Pourquoi ? Parce que les blagues sur les blondes, on peut constamment vérifier au quotidien, ou très souvent, qu'elles sont fausses. C'est-à-dire que énormément de choses tirées de l'expérience vont nous permettre de voir que c'est faux. Même si on sait que ça induit des biais de sélection. C'est le problème en fait des stéréotypes, c'est qu'on aura tendance à repérer les comportements qui sont pointés du doigt par la blague et à les sélectionner. Ça on le sait en psychologie, il y a énormément d'articles qui le montrent, donc c'est déjà problématique en soi. Mais vous avez quand même des opportunités de corriger ces croyances qui sont fausses. Le problème, alors je vais imaginer une France, alors moi c'est pas dur à imaginer, quand j'étais dans les années 80 dans mon bled reculé, le seul contact que j'avais avec ces dits arabes, entre guillemets, c'était des blagues. C'est-à-dire qu'en fait, je n'en avais jamais vu. La première fois que j'en ai vu, c'est à la rencontré et j'ai discuté avec eux.
c'était à la fac. Mais j'avais déjà, enfant, j'étais victime potentiellement en tout cas, d'un certain nombre de conceptions. Et donc c'est pour ça que que la première rencontre de l'autre se fasse via des stéréotypes souvent péjoratifs, hein, parce qu'il existe aussi des stéréotypes positifs, auquel cas c'est quand même moins problématique. C'est quand même, ça a tendance à favoriser la discrimination, la haine de l'autre, la division et les discours essentialistes. Et ça, il faut tous les condamner. Moi, je ne vais pas dire qu'il faut plus défendre les Arabes que les Noirs que les femmes. C'est-à-dire que même s'il y a des différences dues à des structures économiques et des positions de force, des positions de dominant-dominé, il faut lutter contre toutes les formes de discrimination. Tous les discours en gros qui tendent à essentialiser et donc qui tendent à effacer. On s'interdit de voir l'individu, on voit en lui simplement son appartenance hypothétique à des catégories universelles. Et ça, pour moi, c'est du fascisme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. J'espère que ça répond à ta question. Ça répond à ma question, je vous remercie. Du coup, en fait, moi, je suis vraiment loin de la censure. Je ne parle pas de la censure, moi, je parle d'un minimum syndical. Il y a des fois, il n'y a même pas le minimum, comme dernièrement sur le temple du feu de Zelda Ocarina of Time, où il y a une boucle qui est répétée, et c'est le Azan. Oui. Et du coup, c'est répété, et les gens, les Arabes et les musulmans, quand ils ont découvert que c'est le Azan lié à un temple de feu que pour nous c'est l'enfer, ça a fait un buzz énorme. Et là, on parle seulement d'un minimum. Je parle pas de la censure. Alors le jeu, il est produit au Japon. Oui. Quand je te dis qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils prennent, et vraiment, s'ils doivent faire ça pour ce passage-là, on doit prendre vraiment tout ce qu'on a en asset sonore et le faire vérifier. Ça coûte. Je te fais vraiment une réponse le plus terre à terre possible. Ça coûte trop cher. C'est pour ça que c'est fait. Et je pense que vu que ça n'arrive qu'une fois tous les N jeux et juste une seule fois, je pense qu'il y a déjà un certain principe de validation, mais qui est pas assez bon. Sinon, on l'aurait vu genre x1000 dans un Call of Duty où il y a beaucoup de texte. Ok, je vous remercie. L'une des premières choses que je fais faire à mes élèves, moi, c'est de s'inspirer d'énormément d'éléments culturels, quels qu'ils soient artistiques, historiques ou autres. Pourquoi est-ce que la culture arabe musulmane ne pourrait pas être une source d'interprétation profane qu'on va utiliser à droite à gauche pour décorer de manière exotique tel ou tel élément. Enfin, c'est pas forcément, faut pas le vivre comme une attaque directe, sinon ça va être très compliqué en définitive. Petite anecdote, si on fait un jeu sur les gyres, comment on fait si on fait un jeu sur Napoléon, il n'y a pas de problème, il y a Napoléon. Sur Saladin, il y a Saladin. Et sur les gyres, on fait comment? On dirige qui? Comment on fait pour diriger un personnage qu'on n'a pas le droit de représenter? Bonjour, du coup. Je me présente, je m'appelle Joël et j'ai une chance, plus ou moins, c'est que je fais partie d'un standing. Je suis blanc, aux yeux bleus, hétérosexuel, tout ça. Je suis quelqu'un de particulièrement curieux et je vous écoute depuis tout à l'heure. Et on parlait à la base de la représentation et l'image musulmane dans le jeu vidéo. Et moi, qui suis une personne qui, à base, me posait pas forcément de questions parce que je me sens jamais menacé. Du fait de mon sexe, de ma représentation sociale, de là où je suis, tout simplement, donc c'est-à-dire la France, la société dans laquelle on est, je me suis jamais posé de questions, on va dire, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de la représentation de la femme dans la société, parce que j'ai été élevé de manière, on va dire, pour moi qui est normale. Et ce que je vois justement, c'est que quand je joue à un jeu vidéo, tout simplement, je vais avoir un Call of Duty, j'y ai joué quand j'avais 16 ans, j'ai testé, et ils me plaisent pas, non pas parce que le gameplay me déplaît pas, non, j'aime bien le fait que ce soit nerveux, réflexe, mais le fait que l'image qui m'a apporté soit pauvre, tout simplement, me plaît pas. Et en fait, c'est là où je me pose une question, simplement, quand je vois les tests de jeux vidéo dans les magazines, dans la communication en général, pourquoi on n'a pas un critère de richesse culturelle qui peut apporter le lecteur, tout simplement pour qu'on arrête de se poser des questions bêtes et méchantes, de savoir qui est le méchant, qui est le gentil, qui est mon ennemi, qui est mon ami. Juste, est-ce que ça vaut le coup, d'un point de vue d'une personne qui peut en parler, parce que moi je peux pas parler du monde musulman, mais quelqu'un de musulman va pouvoir en parler, donc autant qu'il m'apporte cette réponse-là au lieu du développeur. Juste pour dire, parce que c'est pas le point essentiel du jeu vidéo. La narration, quoi qu'on en dise, c'est pas le point essentiel du jeu vidéo. L'art du jeu vidéo, c'est le gameplay. C'est le gameplay. Enfin, on peut faire autant de conférences qu'on veut pendant 1000 ans. L'art du jeu vidéo, c'est le gameplay. Donc, ce qui fait que on n'a pas forcément ce critère-là
parce que ce n'est pas le critère premier. Si on traitait d'un Call of Duty il y a un encart dans les cahiers du cinéma, je suis d'accord, on va parler de ça. Mais sur les sites ou sur les magazines de jeux vidéo, on va traiter en premier son gameplay et la richesse de son gameplay, pas forcément de son apport culturel. Mais je suis complètement d'accord avec vous, en tout cas qu'il y a des choses à creuser en sens à la richesse des personnages, les humaniser, les rendre plus complexes, c'est vachement plus intéressant. Mais effectivement, c'était peut-être pas criminel ou moins criminel il y a 20-30 ans de produire un certain nombre de discours parce qu'on est souvent victime soi-même. C'est-à-dire que là, on parle des concepteurs de jeux, mais ils sont dans une société qui véhicule un certain nombre de préjugés et ils sont eux-mêmes victimes. C'est-à-dire que, comme on le disait en début de conférence, ils n'ont pas conscience de se faire relais d'un certain nombre de discours. Maintenant, il existe quand même pas mal de contre-discours. Les sciences humaines et sociales ont souligné un certain nombre de choses, nous donnent un certain nombre d'outils. On est dans une position un petit peu différente. On a quand même conscience d'un certain nombre de mécanismes, etc., de la complexité de la réception. Donc la question se pose un petit peu différemment. C'est la prise de conscience à la fois par le public et par les game designers que le jeu vidéo est aussi un outil politique. C'est-à-dire que ça véhicule des messages, ça véhicule des messages, donc ça induit un certain nombre de comportements et de croyances. Donc autant que ce soit que ça donne des outils critiques ou au moins des croyances diverses. Si je vais essayer de je vais pas hiérarchiser les discours, je vais dire au moins une pluralité de discours. Si je veux pas les hiérarchiser, c'est le fait d'avoir simplement que ce soit toujours les mêmes discours, ça les transforme en vérité pour la plupart des gens. Parce que la vérité, c'est quand on n'a qu'une seule chose sur un seul objet, ça devient la vérité, même si c'est pas la vérité, c'est qu'une construction. Donc il faut absolument que les gens fassent des efforts pour produire des discours toujours différents. Voilà. D'ailleurs, par rapport à revenir exactement sur ce que tu venais de dire, déjà, quand même, ça existe. Faut pas mettre. Il existe une minorité de jeux vidéo pour lesquels souvent les jeux indépendants, pour lesquels les gens sont un peu bougé le cul, ont invité un spécialiste de la question. Bon, moi, par exemple, je joue assez régulièrement au jeu Paradox. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent au jeu Paradox Entertainment. Ouais, bon, pas énormément. Donc c'est des jeux historiques, c'est des jeux de simulation historique qui sont extrêmement bâclés souvent au niveau du gameplay, il faut le dire. Certains sont à la limite du jouable, étaient même à la limite du jouable au début. Mais par contre qui étaient très fouillés sur le côté, on va essayer de recréer, en fait, de réfléchir aux mécanismes historiques qui sont passés, on va essayer de réfléchir au contexte social, culturel, religieux, machin, etc. Bon, c'est des jeux de stratégie, c'est pas des jeux où on tire sur des gens à la première personne. Et en fait, pourquoi ça marchait très bien parce qu'ils se disposaient d'une pléthore de manœuvres gratuites. Cette pléthore de manœuvres gratuites, c'était tout simplement la communauté des fans qui passait son temps à faire des retours en disant « Non mais franchement, t'as mis Tamerlan avec telle caractéristique en telle année, alors que c'est n'importe quoi, il a perdu contre tel autre général à la bataille de temps, il faut que tu lui baisses sa valeur de combat. » Et donc des pages et des pages enflammées de gens où les joueurs disaient « Non mais il est inconcevable d'imaginer que Gustave Adolphe ait de meilleures statistiques que Charles XII. » Enfin bon, vous imaginez le genre de débat. Bon ben, ça, un studio va pas embaucher. Il existe des gros studios qui embauchent des consultants, mais plutôt sur des aspects qui vont être très très fondamentaux parce que très fondamentaux dans leur conception, parce que justement très liés au gameplay. Par exemple, un spécialiste des armes pour savoir que l'arme ait bien le bon recul, fonctionne bien de la même façon. Le spécialiste historique, c'est vrai qu'il va plutôt dans beaucoup de productions être vu comme un peu la cinquième roue du carrosse, à mon grand dame, mais c'est pas forcément toujours le cas. Il existe des jeux pour lesquels ça existe. Je dirais juste que pour la critique au niveau de la presse, quand les jeux indés sont porteurs d'un discours politique, de fait, le discours se fait dans le test, entre guillemets, du jeu. Et que par la force des choses aussi, même si ça ne se fait pas, il n'y a pas un encart graphisme politique dans un jeu, ça n'existe pas encore, mais dans le récit du test, ça peut arriver qu'il y ait justement cette espèce de critique. Et tu disais quelqu'un de non musulman pourrait pas parler d'islam. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que, au contraire, il faut y aller. Je pense qu'il disait parce qu'il a pas eu accès à toute la connaissance pour en parler, peut-être pas la légitimité. Oui. Je crois que c'est ça qui. Oui, non, je disais, faut pas se l'interdire, c'est ça. L'éducation politique s'arrête pas à 22 ans. En tout cas, malheureusement, parce qu'il y avait encore des mains levées, mais là, il est déjà 17h, on a beaucoup débattu. Et tu voulais rajouter une chose? Ouais, si je peux, en fait, je reste traumatisé par la question qui a été posée là. J'ai le sentiment que, alors c'est marrant parce qu'il y a un discours extrêmement orthodoxe, d'historien chevronné, il faut respecter la réalité historique, tout ça, et qui pour moi va un petit peu en contradiction avec la notion même de pop culture.
Alors peut-être que je me trompe, hein, on en débattra en backstage. Et j'ai le sentiment que les productions de pop culture qui sont justement les plus intéressantes sont les productions profanes, c'est-à-dire celles qui vont prendre des éléments, qui vont les mélanger, qui vont les contourner, qui vont les détourner, et qui vont... On prend Game of Thrones, c'est peu ou prou l'histoire de l'anarchie anglaise, avec la même géographie, avec le même système de féodalité. Et ils ont mélangé ça à la sauce de plein d'autres choses. Enfin, c'est une des sources d'inspiration. Et ça permet finalement de familiariser les gens avec des concepts, avec des notions de culture classique, avec des histoires, des géographies. On prend Yuga Kotoku Kensan, par exemple, pour le Japon. C'est la remise en scène du mythe de Musashi, revu et corrigé par Sega. Et ça permet aux gens qui jouent à ce genre de jeu d'être familiarisés avec ces thématiques-là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec l'islam ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un discours profane, le mettre en jeu, le populariser, quitte à ne pas respecter justement les principes fondamentaux de cette religion, pour arriver à la populariser, pour arriver à créer des ponts, pour que les gens puissent connaître les éléments qui la caractérisent, alors parfois avec des erreurs. Moi, effectivement, quand j'étais familiarisé à la mythologie avec les Chevaliers du Zodiaque, bon, il y avait quelques petites erreurs. Mais ça m'a permis de m'y intéresser, comme quand j'ai découvert l'Odyssée avec Ulysse 31, bien évidemment, il y avait des erreurs. Télémaque n'a rien à foutre là, comme chacun le sait. Mais en tout cas, ça m'a permis de me familiariser avec ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec l'islam ? Certes, mais par contre... C'est parce qu'il n'y a pas encore de marché. Et ce qui fait que pour l'instant, vu qu'il y a eu des fixes derrière, c'est que les gens... Enfin, pour le coup, entre le bad press, pour y avoir de mauvaise presse, il y a des gens qui disent non, on va le garder dans le jeu parce que c'était, on va dire, intentionnel d'utiliser différents éléments et en faire une utilisation profane. Là, c'était clairement juste... Enfin, clairement, on est en production, on utilise des assets et voilà. Ouais, et on s'est un peu si on pouvait faire un Ulysse 31 ou Alexander, que je vous conseille si vous connaissez l'animé, qui est un petit peu dans le même délire, c'est Alexandre revu et corrigé en 4000 et quelques, avec Mahomet, mais ça serait fabuleux, quoi. Avoir Légy raconté dans un dessin animé de SF, ça serait extraordinaire. Ça permettrait à plein de gens d'avoir un discours hyper simple d'accès. Ça existe, hein, ceci dit. Il existe des œuvres fictionnelles qui sont inspirées de l'islam. Enfin, alors, dans le monde du jeu vidéo, j'en sais rien, j'en vois pas, mais enfin, encore une fois, ça serait comme de s'imaginer que le Vatican en Europe aurait verrouillé toute forme de production profane. On est d'accord, mais disons que si la question, en tout cas, elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faut respecter absolument... Je suis d'accord pour redire qu'il faut qu'il y ait des discours que tu as qualifiés de profanes, mais je mettrais une nuance sur un point. Tu as d'abord parlé de discours historique, et ensuite tu as dit pourquoi ne pas faire des discours profanes. Le discours de profane, c'est sacré. Historique, c'est la vérité historique. Enfin, c'était juste comme dans la même phrase, tu as parlé de historique et ensuite opposé à profane. Je tiens juste à préciser que... non, mais c'est très important pour moi. Oui, parce que tu prends comme des jeux comme Call of Duty, par exemple. Ils vendent aussi quand même une partie de leur intérêt sur leur aspect réaliste. Bon, un aspect réaliste exagéré, hein. Évidemment, un GI ne va pas faire tout ce que fait un GI dans Call of Duty. Ce qui, du coup, pose beaucoup plus de problèmes que si tu étais dans un univers qui serait purement fictionnel. Auquel cas, tu pourrais emprunter des éléments culturels beaucoup plus facilement. Et c'est le cas d'Ulysse 31. Ulysse 31, il ne se veut absolument pas une vision réaliste de la mythologie. Donc tu peux piocher à gauche, à droite, mélanger, il n'y a aucun problème. Et ça, tu peux le faire avec toutes les religions. Quand tu fais un jeu qui se veut à vocation réaliste, du coup, le réalisme que tu veux mettre sur la simulation doit s'accompagner d'un effort de compréhension des mécanismes socio-culturels qui sont derrière et donc de réalisme historique. Je ne défendrai pas Call of Duty. Mais en tout cas, oui au discours profane, parce que justement, par définition, même les discours historiques, les discours scientifiques, les discours critiques, du coup, sont, si on l'a bien opposé par rapport sacré-profane, sont profanes. Mais il faut des discours. Du moment que ce sont des discours intelligents, qui ne sont pas là juste pour insulter les gens et les renfoncer dans plus de discrimination, c'est des discours profanes. On sait que ça peut poser quelques problèmes de réception parce que les cibles sont très hétérogènes, mais en tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Et juste pour revenir, je pense que juste que si on faisait un jeu comme ça se vendrait pas très bien. En fait, ça se vendrait. Vraiment. Si on avait je reste vraiment terre à terre de. Non mais je sais très bien. Dans le jeu vidéo, il y a énormément de. Comment dire ? Il y a énormément. On a fait El Shaddai. Ouais. Et qui a un succès monstre critique. Ouais, quand même, un minimum. Critique. Mais c'est pas Candy Crush. On a quasiment joué une petite scène, parce que moi on arrive un peu auteur fou en disant on a envie de produire un discours critique, un discours alternatif, ça va pas se vendre. Je peux pas financer ton jeu. Et c'est ce qui se comment dire dans les boîtes de jeux vidéo, c'est ce qui se passe 99% du temps. Oui, non mais c'est pas parce que ça se fait partout que ça se justifie, quoi. Et c'est pour ça qu'on met des thèmes sous-jacents, ce qui fait que c'est pas le thème principal, on met des thèmes sous-jacents et on peut
faire ça. Mais on ne peut pas utiliser ça comme le thème principal, sinon on va se segmenter et ça se vendra moins. D'accord. Donc, c'était Mehdi Beltaïef. Nicolas Bourgeois. Ouais, je vous le dis. Antonin Congy. Et donc, Yann Chaudière. Et